Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 94 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, très simplement aujourd'hui, retour sur notre saga avec un Best of the Rest partie 2. Alors, que je vous explique un peu le principe de ce Best of the Rest d'aujourd'hui. On a déjà fait une première partie de Best of the Rest dans lequel on avait discuté de 5 noms qu'on avait repêchés tous ensemble sur le Discord et avec des discussions avec Antoine. On avait retenu 5 noms, 5 repêchés dont on a déjà discuté dans la première partie de ce Best of the Rest, de manière classique, une cuvée un peu classique. Et par contre, aujourd'hui, le but, c'est pas d'aborder 5 noms, mais d'aborder pêle-mêle beaucoup plus de noms, beaucoup plus de candidats, puisque, évidemment, plus on descend dans les standards de niveau et plus on descend en termes de classement, plus il y a de candidats possibles, évidemment. C'est un peu le principe de la pyramide, évidemment. Plus vous descendez, plus la largeur, plus la base, elle va être large, évidemment. Et donc, très peu de monde peuvent prétendre au top 5, mais par contre, plus on descend, plus il y a de monde qui peuvent prétendre à la 80e place, voire même donc à la 100e place. Donc, aujourd'hui, pour être sûr d'oublier personne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder plein de cas qu'on n'a pas eu le temps de trop analyser pour l'instant. Des noms que moi, je n'avais pas mis de base dans ma playlist, mais en même temps, j'avais fait ça tout seul, donc ça peut être bien de recouper des sources et de voir s'il n'y a pas des cas que j'ai un peu surestimés, du coup. Et donc, très simplement, aujourd'hui, on va faire ça. On va parler de Tatum, de Ben Simmons, de Marcus Smart. On va parler de Carlos Boozer, de Amari Stoudemire, de Marcin Gortat et plein d'autres. On va aborder en gros une quinzaine de noms, voir si dans ces 15 candidatures, il y en a certaines qui peuvent être intéressantes ou pas. Et donc, pour faire ça, Rafa était déjà venu pour la première partie de ce Best of the Rest et il se joint à nous une nouvelle fois pour compléter ce Best of the Rest, partie 2. Donc, Rafa, que vous connaissez très bien sur le Basket Lab, Rafa de Basket Info, analyste généraliste évidemment, mais aussi Rafa de T-Wolves FR, supporter de Minnesota et donc qui tient le compte Twitter fan des Timberwolves. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, Best of the Rest, partie 2 de notre saga, la centaine. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre deuxième partie du Best of the Rest et comme d'habitude, comme pour la première partie, on reçoit un grand habitué, c'est Rafa. Comment ça va, Rafa ? Bah ça va très bien, Guillaume, et toi ? Ça va, je t'ai pas découragé avec la première partie, tu reviens pour des noms encore plus obscurs pour cette deuxième partie. Ouais, mais c'est l'avantage de faire un top 100 sur une décennie, les noms sont pas si obscurs, ça va, ça reste acceptable. Oui. Mais bon, ça aurait été le top 100 de l'année, bon, voilà, mais là, ça va. Top 100 de l'année, qui est-ce qu'on aurait pu aller chercher ? Est-ce que Torrey Craig y aurait été pour 2022 ? Pour toi, oui, j'imagine. Pour moi, oui, mais... non, alors, c'est vrai que c'est un peu la difficulté, c'est le principe de la pyramide, tu sais. C'est-à-dire que plus on descend dans le classement, plus la base, elle est large, tu vois. Parce qu'au début, c'est pointu, mais il y a très peu de noms. Mais plus on descend, plus en fait, il y a des noms à aborder. En fait, c'est bon, voilà. Théorème de Thalès, dédicace. Donc oui, aujourd'hui, après on a fait une première partie où on avait rediscuté des principaux noms qu'on avait mis de côté. Et aujourd'hui, juste pour être sûr qu'on n'oublie personne, je voulais un peu aborder plein de cas pêle-mêle. Donc c'est ce qu'on va faire rapidement aujourd'hui. Beaucoup moins de préparation que d'habitude. On va un peu aller sur Basketball Référence, un peu comme ça à la volée. On est un peu préparé aussi, hein, évidemment, mais un peu en mode à la cool. Et puis il y aurait peut-être une partie de reclassement aussi. D'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça. Alors, t'étais là il y a pas si longtemps que ça, mais est-ce que t'as des revendications sur la cuvée qu'on a fait la dernière fois avec Jérémy ? Écoute, non, pas vraiment, il me semble. Peut-être une... Je sais pas, je pense que j'aurais hésité sur Oladipo si j'avais été à votre place. Parce qu'il y a une très bonne saison, quoi, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, ouais,
C'est-à-dire, ouais, j'aurais peut-être hésité à le mettre plus bas, mais en même temps, bon, je vois l'idée qu'une saison vaut aussi d'être un peu plus haut, mais c'est vraiment une très très bonne saison. Je sais plus s'il est en NBA, mais il Ouais, doit pas c'est être ça, loin. ouais. Ouais, il est en NBA. Hein. All NBA, 30% d'usage, efficace, leader des Pacers. Mais c'est vrai que c'est qu'une saison. Il y a une deuxième peut-être un peu intéressante en tant que lieutenant de Westbrook à OKC, mais c'est pas top non plus. Mais effectivement, je pense que Oladipo n'a pas une candidature si forte que ça. On l'a mis relativement haut devant certains role-players qui ont plus d'années. Ça Ouais. peut s'entendre qu'on le descende, surtout qu'aujourd'hui on va aborder des cas un peu similaires au sien, donc on va en rediscuter. Oui, alors j'aurais bien voulu faire une petite partie aussi reclassement, si tu veux bien, avant de commencer le best of the rest, parce qu'il y a des noms, ça fait 10 épisodes que je dis il faut qu'on les descende, maintenant il faut les descendre. Alors d'abord le cas de Paul George, on en discutait beaucoup dans le Discord. Est-ce qu'on ferait pas passer Paul George devant Kawhi Leonard en termes de longévité notamment, puisque c'était quand même ça le critère principal, c'est ce critère qu'on a valorisé pour James Harden devant Durant, pour Russell Westbrook 4e aussi haut, et c'est vrai que Kawhi Leonard, il y a un pic qui est plus haut, mais il y a beaucoup plus d'absence. Je crois qu'il est à peine top 80 en termes de minutage. Il y a moins de saisons que Paul George, qui a été constant depuis 2013 jusqu'à 2020, à part une année de blessure. Est-ce que ça te choquerait si on met Paul George devant Kawhi Leonard ? Ça me choquerait pas, mais moi je le ferais pas. Mais parce que, et c'est vrai qu'à chaque fois on a un peu le même débat, moi je sais, je récompense un peu plus les pics, et le niveau, enfin Kawhi c'est quand même un double MVP des finales, quoi. Donc sa saison, alors c'est là comme ça en improvisant, je me rappelle plus, mais la saison où il doit être 2e ou 3e au MVP. Ouais, 2017, ouais. 2017 est quand même exceptionnel, et Paul George n'a jamais été à ce niveau, même s'il a fait des très belles saisons. Plus ses playoffs 2019, pour moi, ça suffit à ce qu'il soit devant. Ensuite, je vais pas hurler au scandale, hein, mais ouais. Même, on en avait discuté, je sais plus quand d'ailleurs, mais pour moi, ça se défend même qu'il soit devant Westbrook. Donc, En termes de, ouais, tu pondères à ce point les saisons meilleures que la longévité, ça se discute, quoi. ouais. Ouais, alors j'avoue que c'est plutôt sur le côté monter Paul George, mais du coup, comme t'hésites, j'attends, on redemandera au prochain. Ok, le cas de Dwayne Wade, qui était assez haut finalement. Dwayne Wade actuellement 10e. Je me demandais s'il faudrait pas le faire passer derrière des Irving et des Laurie, et surtout le rapprocher de Giannis. Mais on en avait déjà parlé avec toi en plus il y a pas longtemps. Mais toi, Oui, tu voulais moi, plutôt monter Giannis. ouais, c'est ça. Moi, je suis l'école de monter Giannis dans le top 10, mais bon. Enfin, T'aurais plutôt voulu monter Giannis, ouais. Ouais. Bon, alors Giannis, il n'y a que 4 saisons. Ça me dérange de le faire passer devant Laurie et Irving. Ok, ouais. Bon, laissons ça comme ça alors pour l'instant. Alors par contre, le cas de Paul Millsap. Le cas de Paul Millsap qui était plutôt bas, qui est 40e pour l'instant, et qui est notamment derrière des Goran Dragic, Gallinari, Batum, tout ce groupe de 3&D, qui est derrière pas mal de monde. Est-ce que on a Jérémy qui nous demandait ça, on a Tom qui nous disait ça aussi, je crois que dans le Discord ça en parlait. Est-ce que si on remontait Paul Millsap au niveau de Pogazol notamment, Pogazol, Kevin Love, un peu dans cette zone-là, ça te choquerait ou pas ? Non, pas du tout. Pour le coup, je trouve que ça serait vraiment logique de le monter au-dessus du groupe dont tu as parlé. Je pense que quand même Millsap fait une meilleure décennie que des Wes Matthews ou des Batum. Ensuite, ça se discute peut-être un peu plus par rapport au groupe qui est avant. Donc il y a Melo, Joe Johnson, Cousins, Hayward, Bradley Beal, Ginobili, des gars qui sont plusieurs fois All-Star. Mais sur la longévité, moi, ça me choque pas de le mettre à ce niveau-là, de le monter vraiment. Par rapport à Kevin Love et Pogazol, il y a duel pour toi ou pas ? Du coup, est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous ? Parce que c'est vrai que Paul Millsap, efficacité pas top, et Nico avait insisté sur ce fameux coup d'opportunité où bah oui, il met des points, mais parce que bon, l'efficacité est pas top. Mais en même temps, il y avait du volume, il y avait quand même du passing un peu, il y avait un peu de la défense de haut niveau sur la fin. Ouais, on peut le mettre juste en dessous de Kevin Love et oui. Pogazol. Hein. On peut le mettre là. On ne rend pas trop compte là de la différence en termes de match, s'il en a beaucoup plus. J'imagine qu'il en a plus quand même, mais ça se joue peut-être pas. Ouais. C'est peut-être pas le double non plus, mais. Non. Parce que je pense que Kevin Love a eu un pic plus haut à Minnesota. Oui, bien sûr. Ouais, ça c'est sûr. Après, Pogazol, je crois qu'on l'a fait avec toi. Pogazol, jamais un énorme volume, mine de rien, on s'était rendu compte en le réétudiant.
On peut le mettre entre les deux, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Mettons-le entre les deux. Non, mais ouais, ou même derrière. Ouais, non. Enfin, Entre Kevin Love et Pogazol, mettons-le là, ok. du coup. Kevin Love, 27. Du coup, Paul Millsap, 28 et Pogazol, 29, a priori. Et alors, du coup, tu les as évoqués, mais bon, ça fait 10 épisodes que je dis il faut descendre le groupe Carmelo Johnson et DeMarcus Cousins. Allons-y, descendons-les. Et du coup, où est-ce qu'on les met? Pour te dire, moi, je comptais les faire un peu descendre derrière le groupe des 3&D, justement. Derrière les Hayward, Bradley Beal, Matthews, Batum, Gallinari, et même derrière Dragic et Paul Pierce. Qu'en penses-tu? Donc le groupe Melo, Johnson, Cousins, hein, les trois. Alors, pour le coup, que le groupe Melo Johnson. Et Cousins, je Melo pensais Johnson. peut-être le faire descendre encore plus bas. Euh, Parce que, alors, pour te dire, Melo, quand même des gros volumes de stars, avec une grosse saison d'efficacité, mais du reste, pas grand-chose, mais quand même le gros volume de stars. Et Joe Johnson, moins de volume, mais plus d'efficacité, et un peu plus de saison, mais moins transcendant peut-être. Et ouais. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu bas, et peut-être, ou alors, enfin d'ailleurs, je te laisse parler, pardon, excuse-moi. Non, mais j'hésite en fait. J'hésite vraiment parce que donc il passerait derrière Gordon Hayward par exemple. Ouais. Euh, Oui, oui. Tu vois, ça me fait hésiter. Je me dis, est-ce que quand même, même si je pense pas forcément que du bien de Carmelo Anthony, est-ce que du point de vue longévité, plus la très bonne saison à New York, c'est pas un peu mieux que Gordon Hayward quand même? Je sais pas, parce que alors Hayward a pas non plus une décennie complète, hein, malheureusement. Oui, mais justement, c'est pour ça, ouais. Ouais. Bah, Carmelo non plus, hein. Carmelo, tu vois, jusqu'en 2000, ça s'arrête en 2017 à peu près, les Ouais, bonnes c'est années, vrai. on va dire. Ouais. Et après, il y a une fois les playoffs, enfin une fois les Mhm. playoffs, grosso modo. Ouais, c'est vrai qu'Hayward est peut-être un peu haut aussi, hein, on peut descendre Hayward. Mais en tout cas, je me dis peut-être que Paul Pierce ou Dragic sont un peu bas, je ne sais pas. En fait, j'ai envie de descendre tout le monde, en fait. Parce que tu vois, même les cas de Batum et Gallinari, je me dis, bon, ben, les profils étaient intéressants, mais ils n'ont pas toujours été dans des équipes hyper fortes. Oui, mais eux deux, je les trouve un peu hauts depuis le début, euh, mais en même temps, oui, là, on met le doigt dans l'engrenage, là, parce que On va tout ça va refaire. revenir à tout refaire. Donc, écoute, je sais pas. Tu dis Joker, alors, c'est ça? Bah, un peu, parce que Ouais. j'hésite vraiment. En fait, j'hésite parce que j'ai peur de me trouver influencé par le fait que je trouve les profils dans l'absolu plus intéressants du groupe des Friendly et même des Ward et de Bill. Mais c'est pas vraiment ça qu'on juge, donc. Oui, oui. Ouais, après, les 3&D en question, ils ont aussi une décennie complète que n'ont pas forcément les autres. Mon point de repère, c'était aussi Paul Pierce, qui n'a que 5 saisons, mais il y en a 3 de très haut niveau que n'ont jamais eu ni Joe Johnson ni Carmelo Anthony. C'est vrai. Est-ce que ça compense grosso modo, du coup? Écoute, bah, mettons-les là. Si ça te dérange pas trop, on les met là. Non, non. On verra les retours et on pourra s'ajuster sur la fin de la série, mais il était temps de les descendre. Plutôt que de dire on va le faire, on va le faire. Et DeMarcus Cousins, du coup. DeMarcus Cousins, je pénalisais un peu plus pour le côté un pivot défensif, que ça handicape plus son équipe. Et l'attaque était sympa, mais ça n'a jamais été un moteur offensif comme on a pu voir d'autres pivots l'être ensuite. Mais pour le côté défense, je me disais, est-ce qu'on le mettrait pas autour de Karl-Anthony Towns, finalement? Autour de la 50e place. Oui, oui. Bon, oui, ça me paraît se défendre, hein. Oui. Surtout que Cousins, c'est vrai que l'efficacité offensive, en fait, derrière les stats brutes qui sont impressionnantes, n'est quand même pas très bonne. Ouais, ça. Et puis, c'est jamais des bons contextes. Alors, malheureusement pour lui, mais aussi un peu à cause de lui en partie, quoi. Ouais. Du coup, ça le ferait passer derrière des Joachim Noah qui a 5-6 saisons, des Mm. Chris Bosh, Brook Lopez. Où est-ce qu'on le met du coup? Vers Karl-Anthony Towns, un peu au-dessus, un peu au-dessous? Ouais, on peut le mettre un peu au-dessus, peut-être, parce qu'il doit y avoir un peu plus de saisons, quand même. Ouais. C'est drafté en Par rapport 2015. à Derrick Rose et Garnett, qu'est-ce qu'on fait avec Derrick Rose et Garnett par rapport à Cousins? J'ai envie de le mettre un peu en dessous, Ouais. mais Oui, quoi, on a. je sais pas. Bon, mettons-le là du coup. Ouais, donc il prend 20 places dans la vue aujourd'hui, le pauvre.
Oui, mais en même temps, on l'avait placé très très Non, haut, mais quoi. ça se On l'avait défend, hein, placé très très haut. Oui, parce que quand tu Euh, vois DeAndre Jordan qui est donc Bah c'est ça, ouais. 59e juste derrière Towns et Booker, bah, Jordan sur la longévité et sur l'impact défensif, on peut tout à fait. Enfin, je pense qu'il y a débat sur le fait que sur une décennie, Jordan a été plus utile que Cousins. Bah, c'est ça, ouais. À quel point qui apporte le plus gros surplus de Mhm. value entre Jordan qui prend pas beaucoup de tirs mais qui le met efficacement et qui avait une meilleure défense, ou Cousins qui prend plein de tirs mais pas efficace et avec beaucoup de trous défensifs, quoi. C'est Ouais. Et en plus, Jordan, il a. Alors, ça, c'est pas la faute de Cousins, mais enfin, pas complètement. Mais Jordan a un bilan en playoff que n'a pas Cousins. Bon. Je roule l'idée aussi, qui est très très haut. Je voulais le descendre et je me dis, est-ce qu'on le mettrait pas Alors tu vas me dire si c'est trop bas pour toi. Euh, si zone JJ Redick et Ricky Rubio. Ah oui, carrément. Donc, pour Lui, les auditeurs, lui prend 30 places, ouais. Joe Holiday est 30e, donc là, ça voudrait dire le mettre 60e. Ah oui, Tu peux me dire ça te fait bas et peut le redescendre un peu moins quand même. Hein. On peut le mettre autour de Derrick Rose, Kevin Garnett aussi. ah, mais tu vois, moi, je préfère la décennie d'Holiday à celle de Batum, quoi. Euh... tu préfères la décennie d'Holiday à celle de Batum? Enfin, ouais, mais peut-être que. Bah après, peut-être que j'exagère, mais il y a le côté où il est inefficace sur toute la décennie, quoi. Genre l'idée, ça me dérange un peu. Attends, je vais. Parce que on l'avait fait ensemble, c'était Ouais, on le l'a fait premier ensemble en épisode. plus. Et je vais retourner voir ses stats de tir. Ouais, enfin, il est inefficace tout le début, c'est vrai, de la décennie. En fait, il est efficace à Milwaukee, en fait. Mais on est hors décennie et le joueur de Milwaukee est très intéressant, je trouve. Au Pelicans, ouais, il fait deux belles saisons Pelicans. Alors oui, c'est vrai que peut-être que on est un peu influencé par la saison juste après la décennie, quoi, donc la saison du titre. Et surtout, le truc, c'est que je me dis, on a tous les. Enfin, le passing, tu vois, bon, il y avait du passing, mais à quel point c'était du passing créatif ou c'est juste le fait qu'il soit meneur et le fait de jouer avec Anthony Davis. Enfin, moi, je veux bien le darling d'Analytics, mais c'est surtout le mec qui a joué tout le temps avec Anthony Davis aussi. Hein. Non, j'exagère un peu, mais c'est surtout par rapport au groupe de meneurs, tu vois, on a tous les meneurs vers là. Je me dis, est-ce que vraiment Jour l'été était meilleur au point d'être 30 places devant le groupe de Ricky Rubio, Jeff Teague, George Hill? Oui, c'est vrai, ça, oui. Mais je veux bien moins le descendre parce qu'effectivement, il y avait un côté défense sans ballon intelligent, il y avait un côté, bon, je me moque un peu de Darling Analytics, mais quand même. Oui, mais tu Mais vois, dans quelle mesure il fait une moins bonne décennie que Deron Williams, ouais, c'est ce que je suis en train qui de est me dire. On peut le mettre 52e. ouais. Après, Deron Williams a quand même certaines saisons. On l'a refait récemment là, avec Tom. Il fait un début de décennie, il a 3-4 saisons de Oui, voilà, c'est grosses, ça. Ouais, ouais. gros volume de stars et tout ça. Mais ensuite, il n'y a plus rien, quoi. Mais je veux bien C'est- le mettre là, vers ouais, cette zone du coup, Deron Williams, Danny Green, Chris Middleton à peu près. Ok, Euh, ok. Derrick Rose a un pic très très haut, mais Mm. ensuite, ouais, si on le met juste en dessous de Derrick Rose par exemple, Ok. comme ça on récompense quand même le pic très haut et la superbe saison de Derrick Rose. Donc, il se retrouve vers Cousins, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a Derrick Rose 50, Jrue Holiday, ensuite Kevin Garnett et DeMarcus Cousins. Et ouais, tu vois, même Devin Booker, Booker, il a des saisons 2018, 19, 20 qui sont de top niveau, mais après il a Ouais, que c'est vrai. ça. Il a que Ouais. ça. Il n'a pas la Ok. défense dans ces saisons-là. Non, mais là ça me va, cet écart parce que tu vois, Ricky Rubio est un peu plus bas, du coup 10 places derrière, mais en même temps, Ricky Rubio n'avait pas la création offensive qu'avait Jrue Holiday. Ok, ça me va. Et puis, sur la fin du classement, est-ce qu'on avait d'autres trucs à voir? Oui, alors, je sais qu'on l'a fait avec toi il y a 2 épisodes. Et je trouve qu'on a été sévère sur Bogut, non? Ben, peut-être. Oui, mais oui, peut-être. Parce que Mais en même temps, il y tu a. vois, je me disais, finalement, si on compare avec les gens qui y a au-dessus, bah, on a quand même 3 saisons de rim protection de très haut niveau, enfin de haut niveau en tout cas à Golden State, plus une saison de gros titulaires avec gros usage à Milwaukee. Est-ce que ça, c'est pas comparable à, on va dire, je sais pas moi, du Ray Allen, par exemple, qui a une saison d'All-Star et puis ensuite des role-players, 2-3 saisons de plus de role-players à Miami à 20 minutes par match. Bogut, il fait 3 saisons à 25 minutes par match dans un rôle de rim protecteur à Golden State, dans une bonne équipe, avec du passing offensif et tout. Je sais pas, du coup, je me dis, est-ce qu'on le mettrait pas vers Ray Allen? Toi, ça te choque? Non, ça me choque pas, mais ouais.
fait, l'argument qu'on avait, c'était aussi le fait qu'il a manqué énormément de matchs et qu'il n'était pas très efficace offensivement dans son rôle de C'est vrai, première option à Milwaukee. c'est vrai, c'est vrai. Euh, T'es pas convaincu, je sens. Moyennement. On peut le remonter juste un peu plus haut. Alors, Oui, on peut le remonter un peu, oui. je sais pas, moi, par rapport. Est-ce que tu préfères Andrew Bogut ou la décennie de J.R. Smith et le Williams, par exemple? Non, ou Parsons, j'en sais rien. Jake Crowder. Bah ouais, mais je crois que je préfère quand même les Tout ça, autres. tu préfères encore quand même tout ça? Bah en fait, c'est... Bah oui, parce que déjà, ils sont plus... Enfin, ils ont peut-être 2 fois plus de matchs, quoi. Peut-être même 3 fois plus. Est-ce qu'au moins on le ferait pas passer devant Tobias Harris et Joe Ingles, Ouais, par si, exemple? d'accord. Au moins Tobias Harris et Joe Ouais. Ingles. Voir enfin, tu vois, Sean Marion, c'est pareil. Sean Marion, il n'a pas beaucoup plus de saisons et c'est sur un rôle défensif qui est important, mais Wingstopper, c'est moins bon que protection du panier Non, c'est vrai. Ouais. comme Bogut. Ok, Ouais. bon, coupons-la pour en deux, on le met là. Ouais, ok. Dans les fins de classement aussi, Tony Allen, je le trouvais haut, je voulais un peu le descendre, du coup. Et de la même manière, je disais Patrick Beverley, je le trouve un peu bas. Pas cher payé finalement, avec bonne défense et une valeur offensive que n'a pas Tony Allen. Donc je me dis, est-ce qu'on mettrait pas Beverley et Tony Allen à côté de Jake Crowder, grosso modo, D'accord. faire remonter un peu Patrick Beverley et faire redescendre un peu Tony Allen? Je sens que tu cherches à faire sortir Tobias Harris du top 100. Ah, très clairement, oui. Très clairement. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis, on va en parler, mais plus je réétudie Avery Bradley, plus j'ai envie de le mettre dernier et de faire passer Alfaro Camino devant. Est-ce que ça te choquerait ou pas? Non, vraiment pas. Allez, faisons ça. Comme ça, Avery Bradley est dernier. Ok. Donc, pas mal de changements, mais en même temps, vu qu'on va parler de la fin du classement, ça me paraissait important de le faire. Est-ce que, ouais, c'est bon? Est-ce qu'on a à peu près tout fait au niveau du reclassement? Oui. Bon, bah, de toute façon, les débats peuvent être éternels, hein, donc il y a un moment, il faut s'arrêter. Ouais, mais t'as raison. Reclasser. Non, parce que du coup, Nico Batum... non, t'as raison. Pardon. Ok. Alors, donc, Best of the Rest, ça y est, on y vient. Donc, on va aborder plein de noms pêle-mêle pour vraiment être sûr, comme on disait, la base de la pyramide. Plus on descend, plus la base est large. Donc, soyons sûrs qu'on n'oublie personne. Si ça vous intéresse, il y a déjà plein de noms qu'on a abordés dans l'épisode de Misaga avec Antoine. Donc, on avait déjà éliminé, hein, tu me dis, s'il y a des noms que tu veux absolument en rediscuter, mais on avait éliminé Jamal Crawford, notamment, parce que pas très efficace, et contrairement à Lou Williams, pas beaucoup de passing et de synergie collective, et pas de défense évidemment, pire défenseur de la décennie. Donc on avait éliminé Jamal Crawford. Le cas d'André Drummond, on l'avait déjà traité, avec le problème de la défense, et ne pas surestimer le rebond. On avait éliminé Steve Nash et Jason Kidd, qui ont 2-3 saisons début de décennie, mais c'est peut-être pas assez, et un peu trop unidimensionnel, l'un dans l'attaque, l'autre dans la défense. Le cas de Steven Adams aussi, on avait traité. Bon, bonne longévité, mais un peu osef au final, en tout cas pas tant que ça de valeur ajoutée. On avait fait Jason Terry et Vince Carter aussi, bon, il n'y a pas assez à se mettre sous la dent. Nurkic aussi, qui a une top saison, Nurkic, une ou deux top saisons, enfin une top saison et des saisons sympas, mais toujours blessé et pas assez de minutage. Il y a à peine 7000 minutes sur la décennie et jamais vraiment titulaire, jamais une saison complète, donc on l'avait un peu éliminé. Le cas de, Otto Porter, il n'y a que 3 années de 3&D et c'est pas non plus 3&D de folie, donc éliminé. Le cas de Vucevic aussi. Vucevic qui est une top longévité, mine de rien, sur la décennie. Mais pour moi, on est sur, comme on avait dit, valeur négative en défense et pas efficace en attaque aussi non plus. Ce qui était un peu le problème, c'est qu'il y a un gros coup d'opportunité avec lui et ok, il met des points, mais pas trop efficace. Et donc à la fois pas efficace et à la fois pas de défense. Bon, on l'avait un peu écarté. Et puis Taj Gibson aussi, sur le Discord, assez parlé de moi, nous avait proposé Taj Gibson, mais on avait dit, il n'y a qu'une seule saison de titulaire, donc c'est peut-être pas assez. Donc ça, c'est les noms qu'on a déjà éliminés. Est-ce que ça te va si on les laisse éliminer? Parfaitement. Même pas Steven Adams par-dessus Avery Bradley. Si, oui, ça peut se défendre, mais ça va pas, il va pas rentrer dans le top 100, je pense pas. Donc, ouais. Si vraiment on prend comme référence Bradley, on va tous les mettre, en fait, j'ai l'impression. Donc, Bradley Aminou, bref.
Donc, allons rapidement sur nos noms d'aujourd'hui. Je t'ai envoyé une petite liste, une quinzaine de noms. On va essayer de faire par groupe, si tu veux bien, parce qu'il y a des groupes un peu, des joueurs qu'on peut regrouper par petits groupes qui correspondent. Je vais te proposer le cas, donc un premier groupe avec 3 joueurs. Tu me dis s'il y en a que tu as envie de sauver, à rediscuter ou pas. On a le cas des 3, j'ai appelé ça les 3 ailiers forts du début de décennie. Carlos Boozer, Josh Smith et Amari Stoudemire. Qu'on n'avait pas abordé en détail. Est-ce qu'il y en a un là-dedans où tu te dis on peut en discuter 2 minutes? Pour moi, le seul débat possible, c'est avec Stoudemire. En raison de la saison 2010-2011 qui est vraiment très bonne. Les 2 autres, non, je les mettrai pas parce qu'en fait, c'est des joueurs avec des gros usages mais très peu d'efficacité et pas beaucoup de saisons en fait. Boozer il en a 5, Smith il en a 4 vrais et puis 2 où il est role player où il joue pas beaucoup. Donc pour moi, le débat sur Stoudemire peut avoir lieu, ouais, par contre. Alors c'est bizarre. Moi c'était celui que j'aimais le moins des 3. Ouais. Alors Stoudemire, pour vous dire rapidement, on va pas faire une présentation complète comme d'habitude, hein, évidemment. Mais Stoudemire, c'est 6 saisons, 8500 minutes, donc c'est 252e, c'est au niveau de Ray Allen et Kevin Garnett, à peu près. Et il fait 4 années et demie à New York, et ensuite un petit passage à Dallas et un petit passage à Miami. Mais bref, donc c'est surtout New York, évidemment, mais ce qui me bloque un peu, c'est le nombre de matchs, notamment avec Stoudemire. Il fait une première année 78 matchs, nickel, la fameuse saison 2011, ok. Après, il fait 41 matchs, une trentaine de matchs. Ensuite, 65 matchs de nouveau en 2014, mais c'est plus du tout le même Stoudemire. Ensuite, il fait une saison, pareil, une cinquantaine de matchs entre New York et Dallas quand il fait un buyout. Et puis 52 matchs à Miami, mais tout ça, presque j'ai envie de le mettre à la poubelle. Du coup, sur les vraies saisons, j'ai envie de dire, il y a 2011, 12, 13, et finalement, il n'y a que la 11 où il joue toute la saison. Et bon, ok, 31% d'usage, on s'en souvient avec... j'ai l'impression qu'on s'en souvient très bien parce que c'était New York et qu'il y avait une très belle embellie avec cette équipe. 31% d'usage, 104 de true shooting plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une très bonne saison, mais est-ce que la défense n'était pas un peu trop moyenne, je sais pas. Oui, c'est vrai, mais en même temps, tu vois, en nombre de matchs, il doit être autour de 300. Les 2 autres sont peut-être à 350. Bon, ça fait pas une différence folle. Malgré tout, il est beaucoup plus efficace que les 2 autres en attaque. Alors Smith était meilleur en défense, c'est vrai. Mais je pense que Smith était quand même faisait plus de mal à l'attaque de ses équipes, quoi, tellement il était mauvais à 3 points et qu'il en prenait plein. Et Boozer était très mauvais en défense, donc Le truc, c'est que c'est vrai que sur Stoudemire, je dis 31% d'usage, plus 4% par rapport à la moyenne, donc très bonne efficacité sur un gros usage. Finalement, c'est exactement la décennie de Victor Oladipo qu'on a mis plutôt haut. oui. Est-ce que ce serait pas comparable du coup, effectivement? Si, ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Une très bonne saison et le reste peut-être un peu oubliable. Mais je serais presque d'avis de descendre Oladipo du coup. Ouais. Parce que je sais pas. Moi, Stoudemire est vraiment une saison sur la décennie à retenir, quoi, qui est bonne. Oui, c'est vrai. Et en même temps, Oladipo aussi. Oladipo aussi. Tu vois, il y a que celle de Indiana, un peu celle de OKC, mais bon. Ouais. Donc, mais toi, tu mettais qui en meilleur des 3? Enfin, t'en aurais conservé un? Moi, ce serait plutôt Josh Smith. Pour te dire, Josh Smith, donc 13 000 minutes, donc 120e, c'est quand même un peu plus haut. C'est au niveau de Derrick Rose, Roy Hibbert, Joachim Noah, je crois un peu plus que Joachim Noah d'ailleurs. Pour rapidement le parcours, 3 saisons à Atlanta, surtout c'est ça en fait qui compte. Il va à Détroit en 2014, c'est la catastrophe, hein. Il veut jouer poste 3 et c'est la catastrophe. Il est coupé, il va à Houston en 2015, bon c'est sympa mais c'est role player. 2016, il fait un peu de Clippers Houston, role player également, on s'en fout un peu. 2004 et 2017, il va en Chine carrément. Et puis donc voilà, moi c'était surtout les 3 saisons de Atlanta, dans le sens où pas des gros, enfin des usage entre 24 et 28%, donc de deuxième option on va dire. Efficacité, effectivement, on est dessous sous la moyenne malheureusement. On est pile au niveau de la moyenne, 100 de true shooting plus et ensuite 95-94. Mais en même temps il y avait la défense. Et la défense, dans une bonne défense d'Atlanta, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, ces 3 saisons défensives de Josh Smith, par rapport, par exemple, aux 3 saisons de Alfaro Camino, quoi? Alors, oui, j'entends l'argument, d'autant qu'il y avait du playmaking aussi un peu. Mais moi, s'il y avait que ces 3 saisons, et qu'il avait pris sa retraite,
je t'aurais dit ok. Mais en fait, comme il y a les saisons d'après, où là, il fait en gros perdre son équipe, parce qu'à Détroit, c'est cataclysmique. Alors, c'est pas que de sa faute, hein, mais et ces passages ensuite. Beaucoup quand même, hein. Beaucoup de sa faute quand même. Oui, c'est vrai, mais bon, ils le font jouer poste 3 avec Drummond et Monroe, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, on peut pas oublier ces saisons. C'est pas Ça un enlève truc qu'on des met de points, côté, quoi, pour toi, voilà, ça carrément. enlève des points, Ouais. carrément. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si tu fais même une sélection des pires saisons de la décennie, je me demande si celle-là est pas dedans, dans les 10 pires saisons, parce que c'est un gros usage, beaucoup de minutes, pour un résultat, mais qui est vraiment affreux. Là, on est dans le 7e percentile en termes de points par tir tenté, et c'est carrément la saison d'après, où il fait 28 matchs, dernier percentile, on est au 0. 82,7 de PSA, donc 0,8 points par tir, ce qui est, il faut le faire exprès presque. Pour te dire, hein, la saison 2014 à Détroit, pour un tel usage, c'est la pire de l'histoire. Voilà, en termes d'efficacité par rapport à la moyenne, c'est la pire de l'histoire. Il est sur 86 de true shooting plus, et sur un tel volume, personne n'a jamais fait pire que Josh Smith. Et après, c'est tout le débat philosophique de, et je pense que ça s'applique un peu aussi à Stoudemire et à Boozer, mais à quel point, et on l'avait eu avec Nico, ce débat en disant, lui, il me disait, oui, mais des saisons négatives, il faut que tu enlèves des points, quoi. Genre Kobe Bryant, il a 3 bonnes saisons, et ensuite 3 saisons où il prend des tirs et il pénalise son équipe. Moi, j'étais plutôt sur la lignée de dire, on prend que le positif là où il est, et on prend pas les saisons négatives, juste on les compte pas. Parce que sinon, c'est pareil, tu vois, les saisons de go-to-guy d'Harrison Barnes, on enlève de la valeur, du coup. Les saisons, je sais pas, il y a plein d'exemples comme ça qu'on... C'est vrai, mais il me semble que la saison de go-to-guy d'Harrison Barnes est moins catastrophique que celle de Josh Smith, quand même. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est peut-être un des cas où j'ai un peu le plus envie de revenir sur ma philosophie de on pénalise pas des mauvaises saisons, parce que c'est vrai que c'était tellement nul après Atlanta, quoi. Mais bon, en même temps, tu vois, je me dis, Atlanta, bon, il y a 3 saisons avec des efficacités qui sont pas bonnes, mais bon, tu vois, il y en a une des 3 où il est au niveau de la moyenne, ok, et puis surtout, il y a un impact défensif qui est plutôt impressionnant. Il n'y a pas encore Paul Millsap, hein, justement, c'est lui qui est un peu le poste 4 à côté d'Alorford. Alorford était bon, mais c'était pas la fin de décennie d'Alorford, c'est pas le grand Alorford de fin de décennie. Et il y a même une année où Alorford n'est pas là, est blessé, 2012 du coup. C'est un peu lui, du coup, au centre de la défense, et ils sont 7ème défense de NBA. Avec à côté de lui, du coup, il y a des Marvin Williams et tout ça, quoi. Donc je me dis, est-ce que finalement ces 3 saisons, on va dire, défensives et pas trop inefficaces, ça vaudrait pas plus que, tu vois, des saisons de Sean Marion ou de Tobias Harris, ou en tout cas certainement d'Alfaro Camino, tu vois, même Tristan Thompson, je sais pas, est-ce que 3 saisons de bons défenseurs, ça peut pas valoir le coup? J'en sais rien. Déjà, ce que je vais faire, si tu veux, on peut mettre Stoudemire en fin de classement. Et on met Victor Oladipo à côté, du coup, hein, parce qu'il a le même total de saison. Est-ce que ça tirait? Je pourrais être d'accord pour mettre Oladipo un peu plus haut, parce que quand même, Oladipo, il y avait aussi un impact défensif que n'avait pas Stoudemire, donc ça me paraît se défendre de le mettre un peu plus haut. On peut descendre un peu Oladipo, on peut ne pas les mettre totalement à côté, du coup, mais il faudrait pas non plus les mettre, les mettre trop loin, quoi, parce qu'effectivement, il a aussi une saison, quoi, Stoudemire. Mettons, je sais pas moi, par exemple, Oladipo devant Joe Ingles et Stoudemire derrière Tobias Harris, si tu veux, par exemple. D'accord, ok. Ça fait une saison et c'est vrai qu'on peut récompenser ça. Sachant que, bon, du coup, c'est pas sûr qu'il passe le cut décent, hein, parce que là, on va avoir plus de 200 joueurs. Et Josh Smith, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'une saison d'Amari Stoudemire, ça vaut plus que 3 saisons de Josh Smith ou pas? Je ne sais pas. T'as pas l'air chaud? Non, parce que moi, je suis resté traumatisé par le Josh Smith de la fin. C'est vrai. Et alors, on peut récompenser Josh Smith qui tue les Clippers en 2016 dans ce match absurde là où il se met 2015, à mettre des 3 points. C'est 2015, pardon, 2015, où il se met à mettre des 3 points alors qu'il n'en avait jamais mis de sa vie presque. Ouais, je suis pas chaud à cause de la fin de. Oui, je te dis, c'est un des rares joueurs où j'arrive pas à passer outre le fait de dire on pénalise pas les mauvaises saisons, parce qu'elles étaient à ce point négatives. Que fait-on? Tu vois, en même temps, je me dis 3 saisons de Josh Smith contre Tobias Harris. Bon, ok. Allez, faisons comme ça, on le met pas pour l'instant. On ne met pas Josh Smith, ok. Non, mais ensuite, moi, je peux entendre de le mettre devant Bradley et Aminou, hein. Mais pas beaucoup.
Allez, pour le fun, on le met devant Bradley Aminu, pour le fun. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de suspense, ils vont dégager tous les deux. Ouais. Donc, allez, donc Josh Smith devant Bradley Aminu et derrière Tristan Thompson. Allez, faisons ça. Voilà. Donc en gros, t'as conscience que si on fait ce raisonnement, on va mettre tout le monde aujourd'hui. Ouais, bah oui. Carlos Boozer, oui, c'est vrai que 4 saisons à Chicago, grosse déception. Alors c'est un peu comme les deux avaient signé un gros contrat l'été 2010, tu sais, Stoudemire et Boozer. Mais Boozer n'a jamais eu de l'attaque à ce point bonne. 10 000 minutes sur la décennie, 211e, c'est au niveau de Kobe par exemple, ou de Jokic d'ailleurs. 4 saisons à 28 minutes par match notamment, puis une dernière en tant que role-player dans des Lakers totalement nuls. Des usages plus du tout de stars comme ça pouvait être le cas à Utah, et surtout des efficacités qui sont pas très bonnes et qui chutent assez rapidement. Et puis la défense, alors eux, selon les modèles statistiques à droite à gauche, j'ai vu, ils aimaient plutôt bien sa défense, mais en même temps, ils jouaient dans des équipes à côté de Lou Holding et de Joakim Noah et de Omer Ashik, quoi. Donc ça me va si on élimine Carlos Boozer où il n'y a pas assez d'attaque pour aller dans le classement, ça te va ? Ouais. Ok, donc éliminons ce premier groupe. Du coup, on peut enchaîner sur un autre poste 4, tant qu'on y est. Le cas de Thaddeus Young, c'est vrai que je ne l'avais pas mis. Tu me disais hors antenne que toi, c'est un cas qui te plaisait bien. Pour résumer grossièrement, il a 10 saisons, mine de rien, et il est même 23 000 minutes. C'est le 8e plus gros total de la décennie. Donc il y a ce côté longévité. Et pour dire un peu, il fait 2 ans à Philadelphie en tant que role-player à 27 minutes de jeu par match, dans le Philadelphie de Iguodala encore, et Jrue Holiday et tout ça. Donc role-player défensif. Ensuite, il a beaucoup de temps de jeu dans le Philadelphie 13 et 14, mais qui est un Philadelphie qui est nul, et ensuite qui tank même. Ensuite, 2015, il fait de Minnesota, puis Brooklyn. Il fait les playoffs à Brooklyn en fin de saison. De nouveau Brooklyn 2016, mais équipe nulle. Ensuite, 3 ans à Indiana, 17, 18, 19, en tant que très bon pilier défensif, on va dire, mais pas non plus le pilier défensif. Et puis 2020 à Chicago, on s'en fout. Mais c'est vrai que tu vois, il y a longévité, mais combien il y a de bonnes saisons et combien il y a de bons contextes, j'ai envie de dire, mais il n'y a que Indiana, non ? Oui, il n'y a que Indiana. Le début Philadelphie, peut-être, non ? Le début à Philadelphie, il y a des saisons sympas quand même à Philadelphie. Alors attends, ça doit être la saison 2012-2013 où ils vont en demi-finale de conférence. C'est 2012. 2012, ouais. L'équipe avec Iguodala, Lou Williams et tout ça. Moi, c'était un cas qui me paraissait intéressant, même si son passage à Minnesota vraiment m'a laissé un souvenir vraiment très très médiocre. Il y a des bons passages à Brooklyn aussi. Bah, c'est vraiment pas un joueur sexy, quoi. C'est pas spectaculaire. Bon, voilà, il est pas très efficace alors qu'il a un usage quand même relativement important. Mais tu vois, quand on regarde les stats on-off, il est toujours positif, quasiment en attaque, en tout cas. Il joue encore en 2022, d'ailleurs. Voilà, ouais. En défense, c'est un peu moins clair, mais je sais pas. Il me semble qu'il y a une telle longévité que ça se défend vraiment de le mettre. Ouais. Alors, je sais pas, par rapport à un Jay Crowder, par exemple, tu vois, c'est le même type de longévité, même un peu plus, je pense. Bah, le truc, c'est que c'était, on va dire, le mec qui en attaque, il était quand même un peu pénalisant, j'ai l'impression. Il faisait rien de trop bien. Il y avait un petit jump shot, mais pas efficace. Un peu de drive, un peu de scoring on ball, mais vraiment pas beaucoup. Et en défense, bah oui, c'est un poste 4 défensif, donc un peu un mec qui à l'époque pouvait te garder des postes 4, mais comme le jeu a vite évolué, bah, cette valeur-là est un peu partie. Il peut faire un peu de protection du panier, mais pas des masses. C'est pas non plus quelqu'un qui va être à l'aise sur switch, sur la deuxième partie de la décennie non plus. Un peu de rebond. Bon, oui, un peu de rebond. Je vais pas nuancer ça, ok. Mais ouais, ça me... Ce qui m'embête, c'est le côté aussi un usage de troisième option d'équipe, on va dire, un plutôt bon volume d'utilisation toute la décennie et jamais vraiment efficace, voire même la majorité pas efficace. Hein. Il fait des moins 5%, moins 5%, moins 2%, moins 5%. Voilà, et je sais pas si la défense était à ce point bonne. Je crois que c'est Ben Taylor qui en parlait comme un sub All-Star. Je sais pas si tu connais ce truc là, tu sais, où il fait pas des All-Stars, mais des sub All-Stars, donc le chapeau en dessous. Il disait qu'à Indiana, la défense, elle était intéressante à ce point.
Effectivement, si on retient, on va dire 3 saisons titulaires de bons défenseurs à Indiana, dans une équipe compétente, ouais, et plus 2 saisons de role-player défensif à 27 minutes de jeu par match, donc plutôt pas mal à Philadelphie, 11-12, ça fait une petite candidature, ouais, effectivement. Est-ce que ça fait 5 saisons, est-ce que ça vaut plus que par exemple les 4 saisons de Joe Ingles en tant que créateur secondaire offensif? Je ne sais pas, est-ce que ça vaut plus Ouais, que... peut-être pas, ouais. Est-ce que ça vaut plus que les 4 saisons de Sean Marion en tant que défenseur sur l'aile? Peut-être. Peut-être. J'ai l'impression que le point de comparaison le plus évident, c'est peut-être avec Harris. Tobias Harris? Ouais, parce que c'est un peu le même poste, c'est un peu le même profil de troisième option. On peut le mettre à côté de Tobias Harris. Est-ce qu'on descendrait pas Sean Marion du coup? Pour le mettre à côté aussi, parce que Sean Marion, on a 4 saisons de bons défenseurs, mais bon, c'est pas de la défense intérieure comme Tadeusz Young, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, la création offensive de Joe Ingles me plaît aussi. Oui, oui. J'ai envie de garder Tadeusz Young derrière ça. Oui, oui, je comprends. Et donc descendons au Sean Marion avec dans le lot, si ça te Ok. dit. Faisons ça, donc Joe Ingles, Sean Marion, Tadeusz Young, ou Tadeusz Young, Sean Marion. La grande hésitation de la saga, il y a tout qui se joue là-dessus. Allez, on va mettre Sean Marion devant quand même. On va mettre Sean Marion devant. Et donc, Tadeusz Young, je le note, on le met là. Ok. Tiens, tant qu'on est dans des Pacers, c'est un peu chiant. Le cas d'Darren Collison. Pardon. Le cas d'Darren Collison, je voulais qu'on l'aborde en 2-3 minutes peut-être, mais parce que finalement, on a tous les autres meneurs de la décennie. On a George Hill, on a Jeff Teague, on a Tyleson. Enfin, voilà, Ricky Rubio, Holiday, évidemment, on les a tous. Est-ce que, pour toi, à ce point, Darren Collison était moins fort que ça s'entend de pas le mettre malgré la même longévité très bonne? Oui. D'autant que la longévité... Oui, il y a la longévité. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a que la dernière saison où il est pas là. Où il a pris sa retraite. Alors, je peux te dire, 9 saisons sur la décennie, Ouais. 18 000 minutes, c'est Ouais, quand même, ouais. 45e, 18 000 minutes, c'est autant que Bradley Beal ou Brook Lopez. 2011-12, alors en fait il est backup de Chris Paul en 2010. Il fait un match à 20 assists. Et donc, début de la décennie, il est récupéré par Indiana, 2011 et 12, pour être le meneur. Ça marche pas trop, pour le coup. Ça marche pas trop, ouais. Il se fait prendre la place par George Hill, même à la fin. Ensuite, il va à Dallas. Il s'entend pas bien avec Rick Carlisle, donc ça marche pas trop non plus. Il rebondit aux Clippers en tant que backup, cette fois. Et il fait une bonne fin de saison et des bons playoffs, notamment, mais c'est un rôle de backup. Récupéré par Sacramento, qui en fait son meneur titulaire, notamment Mike Malone. Et c'était un peu le début de saison fabuleux fabuleux. Très encourageant de Sacramento avec de la bonne Fabuleux défense. pour les Kings. Voilà, c'est à ça. l'échelle des Kings. Mais tu sais, les fans des Kings s'en souviennent, ce début de saison. Ah bah oui, oui, bien sûr. Non, non, mais moi, je me souviens du moindre mois où les Wolves étaient en bilan positif, alors je comprends. Effectivement. Mais donc voilà, donc il est récupéré par Mike Malone, c'est un peu le défenseur au meneur qu'on attend à Sacramento. Cool, mais bon, ça s'effondre très vite. Mike Malone est viré au bout de 2 semaines. Et puis donc 15-16-17, il fait Sacramento dans des équipes qui sont nulles. Et puis à la fin, il y a 2 saisons 18-19 à Indiana, dans Indiana compétent. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Je sais pas non plus. Là, c'est vrai que pour moi, ça relève un peu du même cas que Tadeusz Young. Effectivement, tu as dit des Pacers chiants, c'est tout à fait ça. Je sais pas, parce qu'il est très efficace, Collison, parce que c'était un très bon Oui, shooter. c'est ça, ouais. Exactement. Mais c'était pas un gros usage, quoi. C'était, je sais pas, 3e ou 4e option, même plutôt. C'était pas un passeur génial non plus. Non. Oui, par rapport à George Hill, par exemple. Ouais, George Hill, mais même Jeff Teague, Ouais. Eric Bledsoe, tous ces joueurs-là, bah eux, ok, enfin, c'est un peu des meneurs, mais exécutants, quoi. Plus que des ultra créatifs, quoi. Le seul que je sors du lot dans tout ce groupe-là, c'est Tyleson et Ricky Rubio, évidemment, mais Ricky Rubio est hors compétition, mais le seul qui a vraiment une vraie plus-value énorme en création offensive pour moi au passing, c'était Tyleson. Mais à quel point Darren Collison était différent de Jrue Holiday, par exemple, à la création, à la passe, pour moi, il n'y a pas un si grand écart que ça, mais non, quand même, non, j'exagère. Non, c'est vrai, mais enfin un peu quand même. Et puis Holiday est un meilleur défenseur, mais. Alors c'est ça aussi, le truc que je me réfléchissais à sa candidature, c'était le côté, finalement, 10 saisons, à part la saison aux Clippers, où il est backup, c'est que des saisons 9 saisons, pardon. À part la saison backup aux Clippers, c'est que des 30 minutes de jeu par match. Le 3 points, qui était très bon, 40% sur toute la décennie. Après, c'est pas un volume de fou à 3 points. J'étais un peu étonné de ça. Il était que à peine à 2 par match, même en fin de décennie. Bon, c'est pas impressionnant, mais bonne efficacité.
pas un gros volume global au scoring, on va dire, pas un playmaking génial. Et surtout, il paraît que, enfin, j'avais un plutôt bon souvenir de sa défense, mais les stats sont assez catastrophiques et je suis un. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder, ouais. Et surtout, j'ai lu des avis des fans des Pacers de l'époque qui disaient, mais en fait, non, c'est un vrai faux bon défenseur, Darren Collison, quoi. Mais en termes de on-off, en tout cas, c'est très frappant de voir que tout est mauvais, quoi. Ouais. Ouais, mais en même temps, Jeff Teague est pas un bon défenseur non plus, hein, si on va par là, donc... Non, mais avec quand même une vraie surplus offensive, j'ai l'impression, Oui, quand même, dans certaines équipes des Hawks. Et tu vois, Jeff Teague, pas aussi bon shooter, mais il prenait le même volume, voire plus, quoi, 3 points. Donc, voilà. J'ai presque envie de le mettre à côté de Thaddeus Young. Oui, pour moi, ça se voit à peu près, je trouve. C'est des bons titulaires. Voilà. Ça va pas beaucoup plus loin, mais... Voire même sous Tristan Thompson, carrément, je ne sais pas. Mais un bon titulaire qui te fait 10 saisons ou 9, bon, bah, du point de vue de la longévité, ça reste vraiment intéressant, quoi. Ouais, parce que après, le problème, c'est le fait d'être tombé dans des équipes nulles aussi. Hein. On juge ce qui a été, et le problème, c'est que comme il a été dans des équipes nulles, bah, la valeur ajoutée est pas top. Et on va dire, bah, 2011-12, il est dans des équipes d'Indiana qui font les playoffs, 18-19 aussi, le deuxième passage. Entre-temps, il traverse la décennie, bon, c'est un peu vide, quoi. C'est un peu vide. Ouais, allez, on peut le mettre au-dessus de Alpha Camino, Avery Bradley. J'ai presque envie. Non, je pense je vais le mettre en dessous de Tristan Thompson parce que Thompson a quand même une flexibilité en playoff et tout ça. Allez, mettons-le là. Mais du coup, on est conscient que du coup, il fera pas partie du cut des 100. Je le mettrais peut-être un peu au-dessus, juste au-dessus de Thaddeus Young. Au-dessus de Thaddeus Young ? Non, tu le mettrais derrière ? Je l'aurais mis sous Tristan Thompson, moi, carrément, donc dans les 5 derniers. Thaddeus Young, on l'a mis avant Thaddeus Young, on l'a mis quand même au-dessus de Thompson, à 3 places au-dessus de Thompson. On a Thaddeus Young, ensuite Tobias Harris, Stoudemire, Thompson. Oui, c'est vrai. Darren Collison, allez, mettons-le là. Ouais, d'accord. Okay. Ou alors c'est Thaddeus Young qui est trop. Mais bon, bref, avançons. Avançons. Alors oui, donc du coup, tant qu'on est sur les meneurs, j'ai 2 autres meneurs, entre guillemets, à te proposer. Marcus Smart et Tyreke Evans. Est-ce que là-dedans, il y en a un à sauver ? Est-ce qu'il y en a un à discuter ou pas ? Moi, je sauverais bien Marcus Smart. Mais bon. Alors Marcus Smart, ça doit faire 6 saisons. 6 saisons sur la décennie, ouais, 11 000 minutes, donc au même niveau que Tony Allen, Patrick Beverley, Sean Marion, etc. 6 années à Boston, évidemment. 6 années à plus de 27 minutes de jeu par match, hein, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Donc c'est plutôt pas mal. Très très mauvaise efficacité, ça c'est sûr. Alors c'est un peu ça l'idée, c'est que défense, évidemment, très bonne, même si pas non plus au niveau de 2022, par exemple. Oui. Défense très bonne, mais l'attaque est juste trop catastrophique pour... En fait, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans la liste à la base. Mais tu vois, pour décrire un peu l'attaque de manière concrète, puisque je sais qu'il y a plein de gens dans le Discord qui sont intéressés par ce cas-là. On est entre 15 et 20% d'usage, donc pas non plus, tu vois, c'est pas Tony Allen, quoi. Il prenait des shoots, quoi. C'est ça un peu le problème, c'est que il était pas efficace, mais il prenait des shoots. Et au niveau des efficacités, on est moins 8% par rapport à la moyenne, moins 14% par rapport à la moyenne, moins 12% par rapport à la moyenne, moins 14% de nouveau par rapport à la moyenne. C'est des chiffres que je crois que j'ai encore jamais dit sur la centaine, hein. Un tel niveau d'efficacité. Il y a une année où il est à plus 1% par rapport à la moyenne. Il shootait bien à 3 points. C'était 2019, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, ça retombe à moins 8%. Donc c'est là où, enfin voilà, sur la décennie, il est à 37% de field goal sur l'ensemble de la décennie. C'est très peu, même en termes de true shooting, c'est 50% à peine de true shooting. 31% à 3 points. Donc bien en dessous de la moyenne, mais en même temps, il en prenait plus de 4 par match. Donc c'est là-dessus où je suis un peu embêté, parce que je me dis, bah, y a quand même une valeur défensive qui est très bonne, voire même, je pense, meilleure que celle d'Avery Bradley, parce que dès le début, il est très bon en défense sans ballon, et il peut faire plus un dépassement de fonction pour protection du panier, parfois les rebonds, les box-out, etc. Mais à quel point est-ce que l'attaque, elle vient pas tout pénaliser beaucoup trop, quoi ? Oui, non, mais c'est vrai, hein, je vais pas te dire le contraire. Moi, ce qui m'avait fait hésiter, bon, c'est la défense, et puis le fait qu'il y ait
Il y a plus de 60 matchs de play-off. Oui. Et dans des bonnes équipes. Donc, il va y avoir C'est ça, ouais. deux finales de conférence. 2020-2018, ça doit être ça. Même 3, non 17, 20. 18. Et Ouais. 2018 aussi. Ouais. Oui, Il effectivement. perd contre Cleveland, ouais, 4-3. Où il joue, il joue toutes ces 30 minutes, même plus parfois de moyenne. Tout à fait, ouais. Avec une efficacité qui est toujours aussi mauvaise, mais le fait est que il y a d'autres joueurs dont on a parlé, dont tu as parlé avec d'autres sur la décennie qui ont une longévité, mais qui en playoff devaient sortir. Parce que, toutes les raisons qu'on sait et tout ça. Marcus Smart, ça n'a jamais été le cas. Donc moi, c'est plutôt cet élément-là qui me faisait dire que, là, il y a quand même quelqu'un qui a eu un impact dans des bonnes équipes et qui allait loin en playoff, et 60 matchs de playoff sur une décennie, c'est pas rien, quoi. C'est beaucoup plus que plein qui sont dans le classement. Donc, pour te dire, même en termes de minutage total de playoff, 47e de la décennie. Ouais, voilà. Ouais. 47e, donc top 50 entre Rondo et plus que Eric Gordon ou Blake Griffin, par exemple. Donc c'est quand même pas mal. En playoff, il jouait plus de 32 minutes de jeu par match. Et c'est là-dessus aussi où moi je pensais finalement le repêcher. C'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui alors qu'on l'avait déjà fait avec Antoine. C'est que oui, l'attaque était à ce point catastrophique, l'efficacité à ce point catastrophique, et malheureusement, en plus, il prenait les tirs alors qu'il ne les mettait pas, c'est ça le problème. Mais, en même temps, il a fait quand même 6 ans dans une équipe de Boston qui était très compétente, et Brad Stevens qui le fait jouer 30 minutes par match en playoff, c'est que quand même la valeur n'était pas si négative que ça, quoi. Finalement, j'ai un peu envie de me contrer moi-même avec mon argument d'efficacité. Au final, s'il est quand même top 50 de la décennie, en arrivant au milieu, top 50 de minutes de playoff, plus de 30 minutes de jeu par match en playoff, il jouait à ce point souvent dans des très bonnes équipes, c'est que finalement, l'efficacité compense pas tout. Enfin, je pense que c'est un peu ça l'argument, quoi. Les playoffs 2018, où ils vont en finale de conférence, il joue 30 minutes en moyenne, et il est à 17% à 3 points. Et pourtant, il entend 70 sur tous les playoffs, donc c'est affreux. Mais il y a tellement d'autres choses que... C'est ça, ouais. C'est que malgré ses efficacités scandaleuses, en fait, il jouait, quoi. Donc c'est que quand même, il y avait un truc, quoi. Le passing, alors on n'en a pas parlé non plus, mais du plutôt bon passing et l'impact défensif. Tu vois, je serais presque d'avis, du coup, d'aller le monter autour de Chandler Parsons, CJ Crowder. Ouais, moi, ça me choquerait pas. Zone Patrick Beverley, même, carrément. Enfin, juste en dessous. Patrick Beverley juste en dessous. Finalement, voire même plus haut, je ne sais pas. Non, plus haut, peut-être pas à cause de l'efficacité, mais moi, si je le mets devant Jay Crowder, ça tirait ? Oui, carrément. Ouais, faisons ça. Parce que je veux pas faire le mec qui est trop enfermé sur les chiffres et sur les tableaux Excel de « Ah mais non, mais il est pas efficace !» Mais enfin, le mec qui jouait, quoi, top 50 de minutage de playoff et tout. Je pense que ça vaut pour quelque chose, quoi. Et je pense que si Brad Stevens le faisait jouer autant, c'est quand même qu'il y avait un truc, quoi. Je pense. Ok, faisons ça. Surtout qu'en plus, il y a une saison où il est efficace sur les 6, donc quand même, ça compte. Oui. ça compte. Ok, l'autre arrière meneur que je t'ai proposé, Tariq Evans, est-ce qu'on le met à la poubelle de suite et on détruit mon petit cœur, ou est-ce qu'on en parle 2 minutes ? Là, c'est presque Joker pour moi, parce que pour moi, c'est clairement la carrière la plus incompréhensible de la décennie, Tariq Evans. Ouais. Je ne sais pas quoi faire de ce gars-là qui peut être catastrophique une saison, très bon la saison d'après. Il y a des blessures, il y a ce trou là complètement où on se dit qu'après 2015 sa carrière est finie, et puis il fait une saison à Memphis qui sort de nulle part, qui est excellente. Et il s'achète un jump shot pendant une saison. Voilà, ça, et ensuite c'est fini. Quand on voit son impact, c'est quasiment tout le temps nul, enfin nul au sens vraiment pas bon, sauf 2 saisons. Je sais pas quoi en faire, donc moi j'aurais tendance à le mettre hors du top 100, surtout qu'il n'y a pas sa saison rookie un peu historique là. Non, exactement, ouais. Donc, pour moi, il serait hors du top 100, mais ensuite, j'avoue que je sais pas trop quoi. Donc on écrase mon petit cœur d'ado qui découvre le basket, du coup. Ma Madeleine de Proust, Tariq Evans. Mais non, alors, 15 000 minutes, mine de rien, sur la décennie, c'est dans le top 100, c'est 91e. C'est au même niveau que des Gallinari, Tyson Chandler, Ty Lawson, plus que Ty Lawson, Derrick Williams, Oladipo. Donc la longévité, elle est là. Il fait 11, 12, 13 à Sacramento, mais de plus en plus dans un rôle de plus en plus réduit au fur et à mesure. Il descend dans la rotation avec Cousins, avec l'émergence de Isaiah Thomas, avec Marcus Thornton. Merci Marcus Thornton. Ensuite, il signe aux Pelicans un peu. Il fait 3 années aux Pelicans.
Tu sais, la rotation à 3 avec Eric Gordon, Drew Mhm. Holiday et Tariq Evans. Il y a une année sur les 3 où il est très bon, c'est en 2015 quand les 2 autres sont un peu blessés. Oui, comme tout le temps, parce que tout le temps, cette rotation à 3 n'a jamais eu lieu puisque tout le monde était Oui, tout le voilà, temps c'est ça. blessé, en fait. Mais tu vois, il y a quand même la saison 2015 où c'est le meneur titulaire de cette équipe qui va en playoff. Et 2015, il passe devant OKC, ils font les playoffs, c'est lui le titulaire. Ensuite, effectivement, 2016, il est blessé, on s'en fout. 2017, il est carrément rééchangé à Sacramento dans le trade de DeMarcus Cousins. Il y a cette fameuse année 2018 où il a un jump shot, il est hyper efficace, alors que c'était sa grande faiblesse de ne pas avoir de jump shot. Mais bon, c'est dans un Memphis qui est totalement nul. Donc il n'y a même pas ce truc de ça a été un joker en sortie de banc dans un Memphis de playoff. Non, c'était le Memphis nul. Et du coup, il signe à Indiana et on se dit, ah cool, ça va être un apport en sortie de banc à Indiana, le fameux Indiana de Tyus Young et de Oladipo et tout ça. Et en fait, ça marche pas du tout. Le jump shot est plus trop là, en tout cas, la panne d'efficacité, etc. Donc c'est un peu vide, hein. C'est un peu vide la décennie, on va pas se mentir. Toujours à plus de 30 minutes par match, mine de rien, sauf 2 ans, mais bon, il y a des efficacités qui sont quand même très mauvaises. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, seulement 2 fois au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité. Non, ça me va. Ça me va d'éliminer. Ça me va. Donc, Guillaume qui a 15 ans qui écoute, je suis désolé. Mais bon, voilà. Alors tiens, allons sur deux cas. Est-ce qu'on les garde maintenant ou est-ce qu'on le fait plus tard? Non, on le fait maintenant. Les cas de Ben Simmons et Jason Tatum, que j'avais envie d'aborder avec toi. Je pense que ce sont, je sais pas ce que tu en penses, 2 candidats plutôt crédibles. Oui, oui, oui. J'ai longtemps hésité. Qui est-ce qu'on allait inclure entre Donovan Mitchell, Ben Simmons et Jason Tatum? J'avais fini par pencher pour Mitchell parce que c'est celui qui avait 3 saisons à 30% d'usage. Même pas pas hyper efficace, mais 3 saisons avec un gros volume de go-to-guy, on va dire, ce que n'ont pas Ben Simmons et Tatum. Lequel tu voudrais discuter d'abord? Peut-être Ben Simmons parce Ouais. qu'il est drafté 1 an avant, donc il a un peu plus d'arguments pour la longévité et il est bon tout de suite. Juste pour te dire, hein, il est drafté un an avant, mais comme il est blessé, il a que 3 Ah saisons oui, c'est vrai. également. Oui, Il a non, que mais t'as 3 raison, saisons bien aussi, sûr. ouais. Il a que 3 saisons. Oui, effectivement, c'est. Oui, ça se vaut un peu, je trouve les deux. Ouais, je sais pas, parce que en un sens, Ben Simmons est peut-être plus fort dès le début, mais il progresse moins, même si ensuite il devient un défenseur vraiment remarquable. C'est la saison 2020, c'est sûrement sa meilleure défensivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Je peux te faire le petit résumé d'ailleurs, je te l'ai pas fait encore. Donc 3 saisons sur la décennie. Sur les 3, il est 2 fois All-Star, mine de rien. Il est même une fois All-NBA. Donc c'est pas mal. Je crois que Donovan Mitchell et Tatum ne l'ont pas, ça, All-NBA. 7500 minutes, c'est 290e, donc c'est évidemment très bas. Hein. C'est au niveau de juste en dessous de Mitchell et juste au-dessus de Siakam. 3 saisons à Philadelphie, 3 fois 3 saisons avec des énormes temps de jeu de 34-35 minutes de jeu par match. Au niveau de l'usage, 22%, mais en même temps, c'est pas trop sa force le scoring. Hein. Mais en même temps, tu vois, 22% d'usage et que des saisons positives. Au niveau de l'efficacité moyenne la première année, plus 4% ensuite et plus 7% en 2020. Donc c'est quand même très bien. Et surtout quand on rajoute à ça All Defensive, première équipe en 2020. All NBA carrément, All NBA third team en 2020. Aussi le rookie de l'année en 2018, mais ça on s'en fout. Et il y avait un côté où je pense qu'aujourd'hui on a un peu une vision négative de Ben Simmons parce que la série contre Atlanta en 2021 et depuis ça va pas très bien. Mais c'était quand même un top joueur quand même, je trouve. Enfin, je veux dire, la sélection All NBA, elle n'était pas du tout non méritée. Et du coup, c'était pas un joueur de demi-terrain et ça ne l'est toujours pas et ça ne l'a jamais été, mais il y avait quand même une certaine importance de création offensive, mine de rien, pour les Sixers. 3 années où d'ailleurs les Sixers font les playoffs, 3 saisons compétitives. Tu vois, finalement, je me dis, j'ai mis Pascal Siakam, j'ai mis Mitchell. Pour moi, la candidature de Ben Simmons, elle est pas beaucoup moins bonne, voire même, je me demande si elle est pas meilleure, quoi, finalement, avec le côté défenseur très switchable et en plus un peu de défense intérieure, le côté efficace et le côté passing. Ça peut valoir le coup, non? Ouais, je suis d'accord. En plus alors non pas que ça soit l'alpha et l'oméga de toutes les mesures de la valeur, mais des All NBA qui feraient pas le top 100, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup là.
Tu me poses une colle, Oui, effectivement, il doit pas y en j'imagine avoir que tu beaucoup. dois pas avoir ça en tête là directement, mais il doit pas y en avoir beaucoup. À part peut-être un ou deux pivots qui se retrouvent là parce qu'il y avait pas de pivot, mais genre, je sais pas si Drummond a été All NBA, peut-être pas. Drummond a été All-NBA, ouais, je Oui, crois. voilà, donc Si... il doit y avoir lui. Mais non, mais effectivement, hein, ça défend. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que quand tu m'as donné la liste au tout début, avant que tu aies commencé les podcasts, j'ai Ouais, dit, ah tiens, il n'y a pas Ben Simmons. Ça a été oui. un de mes premiers réflexes. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a que 3 saisons. Mais après tout, 3 bonnes saisons. Tu vois, un Devin Booker, est-ce qu'il a beaucoup plus que 3 bonnes saisons? Non, non, effectivement. Towns, peut-être un tout Towns, petit peu il en plus. a 4-5 quand même Voilà, de 4-5. spacer, on va dire. Voilà, c'est ça. Euh, Mais tu vois, même Siakam, hein, on a fait Siakam la dernière fois que Jérémy. En réétudiant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai mis Siakam et pas forcément Ben Simmons? hmm. Alors, Siakam a un pic, je sais pas si on peut dire plus haut, mais tu vois, l'année 2020, il est à 28% d'usage, go-to guy de facto des Raptors. Bon, pas efficace, mais go-to guy quand même de facto. Mais en même temps, il y a que cette année-là, enfin que cette année-là. Il y a cette année-là qui est très bonne, et ensuite 2019, il est là, il est très bon, mais c'est un rôle de lieutenant quand même en 2019. Voilà, pas aussi important. Et ensuite, c'est à peu près tout, quoi. Donc c'est là où je me dis, bah, en fait, les 3 saisons de Simmons, je les mets en compétition, voire même juste au-dessus de Siakam, non? Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que ouais, ouais, ouais. Puis même par rapport à Donovan Mitchell, ça peut se défendre, hein, de se dire, parce que Mitchell, évidemment, est meilleur offensivement, même s'il y a pas la même création, mais du point de vue de la défense, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, je pense que l'argument se tient carrément de mettre Simmons et je pense que l'argument va se tenir aussi de mettre Tatum dans le top 100, mais Est-ce qu'on va jusqu'à le mettre devant Mitchell, tu penses, toi, Simmons? Après, c'est la non, question de est-ce que non. tu préfères un go-to-guy offensif ou un défenseur de très haut niveau? Alors non, et je vais ressortir ma carte playoff parce que pour moi, Mitchell, il y a les playoffs 2020 où il est quand même assez exceptionnel, alors que Ben Simmons est toujours devenu un problème euh, dans les plus hauts niveaux de playoffs avec Philadelphie. Oui, Donc notamment, on va en parler, mais ils ont été battus par l'équipe de Tatum Rookie. voilà, Ils ouais, étaient beaucoup plus talentueux, je trouve, à mes ouais, yeux, hein, à l'époque, hein. ouais. Parce qu'il n'y avait pas Irving, il n'y avait pas Hayward, et Philadelphie aurait dû passer, mais le spacing était tellement mauvais, quoi, à cause des deux. Ouais, donc je le mettrai quand même derrière Mitchell. Mais tu vois, devant Ray Allen, devant Siakam, moi, ça m'irait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Parce que Ouais. tu vois, Ray Allen, encore une fois, une saison All-Star à Boston. Donc on va dire c'est comparable à celle la All-NBA de Simmons, et encore c'est peut-être même en dessous de la All-NBA de Simmons. Et ensuite c'est une saison blessée à Boston, à moitié blessé, et 2 saisons à 20 minutes par match à Miami. Finalement, donc 4 saisons contre 3 de Ben Simmons, mais les 3 de Ben Simmons sont vraiment très complètes. Ouais, mettons-le là, entre Mitchell et Ray Allen si ça te va. Très bien. Donc ça nous ferait une triplette Luka Doncic, ensuite Donovan Mitchell, ensuite Ben Simmons. Ça me va bien. Ensuite Ray Allen et ensuite Pascal Siakam qui n'a que 2 saisons. Ça me va. Et du coup, pour le cas de Tatum, je te le résume aussi rapidement si tu veux. 3 saisons également, 7000 minutes donc, sur la décennie, 306e. Là encore, hein, bah, toujours pareil, hein, à côté de Siakam notamment. Donc 3 saisons à Boston, 3 fois plus de 30 minutes de jeu par match. Au niveau des usages, ça monte petit à petit, beaucoup plus timidement que Mitchell, hein. On disait Mitchell, c'est 3 fois 30% d'usage, 3 fois des rôles de go-to guy. Tatum, c'est d'abord une saison un peu timide en tant que rookie. Ensuite, ça monte un peu la deuxième année, la fameuse année 2019, où Boston a plein de talent et ça marche pas trop. 22% d'usage en 2019. Et enfin, 28% d'usage en 2020. Mais donc, ça fait qu'une année. Et au niveau des les efficacités, ça fait un peu l'inverse. C'est-à-dire, très efficace sa saison rookie. En dessous de la moyenne, la deuxième année, ou l'année où il tentait de faire comme Kobe Bryant. Et puis, au niveau de la moyenne pour la dernière année, l'année 2020. Et c'est vrai que tu vois, là aussi, on a un peu le. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait ce truc de oh, Tatum, il explose, deuxième partie de la saison 2020, il met des pull-ups à 3 points, il devient fantastique. Bon, certes, mais au final, ça fait quand même une saison où il est pile au niveau de la moyenne, efficacité moyenne de NBA, quoi. Donc c'était pas non plus à ce point fantastique. Après, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est les runs de playoff aussi. Ouais, c'est ça. Il fait quand même des playoffs 2020 qui sont impressionnants, oui. Où il tourne à 26 points de moyenne. Bon, pas avec une efficacité extraordinaire, mais quand même. Ouais, et puis tu vois, je disais, ça, son année rookie, il fait partie. Enfin, c'est pas le go-to guy, sauf qu'il l'a été à la fin, quoi. Quand il y avait tout le monde qui était blessé, il l'a été. J'ai Oui, puis la série contre Philadelphie, justement, celle dont on parlait tout à l'heure, là, il est à 23 points de moyenne à 52% d'adresse. Pour un rookie, ça reste super impressionnant, quoi. Donc, Ouais.
Oui, 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 oui. Après, bon, il y a le côté pas efficace, mais tu me diras, il n'était pas non plus beaucoup plus efficace, Mitchell. Ouais, c'est ça. Il se Euh, loupe contre Milwaukee, c'est la finale de conférence, dans les demi-finales de conférence 2019, où là il ouais, fait mais une très très mauvaise série, mais bon, c'est... comme tout Boston, hein, c'était Voilà, c'est ça. Enfin, merci aussi les arbitres, mais bref, on va pas revenir dessus. Non, je plaisante parce qu'il y a certains. La manière d'arbitrer Antetokounmpo avait un peu changé entre le match 1 et 2. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils ont perdu, c'est parce qu'il y a eu un effondrement de cette équipe dans le vestiaire, notamment, évidemment. Ouais. Mais en plus, on peut rajouter aussi, je trouve, dans la candidature de Tatum, la très bonne défense dès le début. Alors, Oui. il est pas au niveau de 2022, encore une fois, et là, c'est un des meilleurs two-way players de NBA, voire même le meilleur. C'était pas à ce point, mais dès le début, c'était très bon, et ça, c'est quelque chose qui peut avoir suffisamment d'importance, quoi. Oui, d'autant que c'était très surprenant par rapport à ce qui était dit de lui quand il est rentré à la draft, où c'était la comparaison était avec Carmelo Anthony, et c'est une des grosses inquiétudes, la Ouais, défense. alors bon, je vais jouer ma carte. Moi, je l'avais scouté, je disais pas ça, mais Oui. mais je veux pas apparaître trop arrogant. Mais il y a quand même des vidéos qui le montrent, hein, il y a des vidéos. Mais bref, oui, oui, bon an, mal an, ouais, ça me va. Bah, tu vois, lui aussi, en termes de minutage de playoff, 64e de la décennie, en à peine 3 saisons, en jouant 37 minutes de jeu par match en playoff, c'est quand même beaucoup. D'ailleurs, au niveau des modèles Basketball Index, pour eux, sa saison 2020 est de très très haut niveau. C'est clairement la meilleure de tout ce groupe-là, hein, en termes de Ouais. Mitchell, Ben Simmons et tout. C'est offensivement de très haut niveau, avec en plus la défense. Donc, ça me va de l'inclure. Comment tu te positionnais au-dessus de Siakam, au-dessus de Ray Allen déjà, à peu près Ouais, sûr? par là, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce qu'on va titiller Ben Simmons et Mitchell ou pas? Ah, je sais pas. J'ai presque envie de le mettre entre les deux, moi. Ouais, voilà, c'est à peu près le même niveau, je pense. Ouais, entre les deux, ça me paraît se tenir. Parce que run de playoff, d'accord, mais en termes de saison régulière, qui est quand même la majorité du temps, Mitchell a de suite été plus. Bon, je sais pas. En même temps, il a été plus fort quand même, Tatum. Non, ouais, mettons-le là. Mettons-le là. Sinon, on peut faire. Sinon, en fait, je nous connais, on peut faire 2 heures donc, sur ce duel-là. Non, mais ça me va. Et du coup, devant Siakam, notamment, ça se tient aussi, non? Oui, oui, oui. Parce que je l'avais pas mis de base alors que j'avais Siakam, mais finalement, ouais. Ouais, finalement, ouais. Ouais. Ok. Donc voilà pour Tatum et Ben Simmons. Tiens, où est-ce qu'on va aller maintenant? Tiens, faisons un peu des pivots. Des pivots, j'ai 3 Allez. pivots à te proposer. J'ai un trio Marcin Gortat, Hassan Whiteside et Robin Lopez. Lequel Trio qui m'a pas inspiré follement, je t'avoue. Mais, Pas des candidatures de fou. si j'en sauvais un, ça serait Gortat, je pense. Ouais. Alors, Gortat, je peux te faire le topo vite fait. 9 saisons. Clairement, celui qui a la plus longue longévité des trois. Clairement. Ouais. Plus de 18 000 minutes. C'est le 43e total de la décennie au niveau de Bradley Beal. Donc en 2011, ça commence. Au début, il est backup de Dwight Howard, mais il est échangé très vite à Phoenix. Et du coup, il fait une grosse partie de la saison à Phoenix avec Steve Nash. 2012 également, il joue titulaire avec Steve Nash à Phoenix. Ils sont top 10 attaque d'ailleurs, avec les deux, notamment. 2013 encore à Phoenix, mais Nash est parti, c'est un peu plus mauvais. Et puis ensuite, 2014 jusqu'en 2018, c'est le passage à Washington, où ils sont, à part 2016, je crois, à part une année, ils sont tout le temps en playoff et tout le temps en plus en faisant de bonnes perfs en playoff. 2014, ils passent un tour. 2015 aussi, ils passent un tour. 17 aussi, même ils auraient peut-être dû aller en finale de conférence, malheureusement. Et 18, ils font premier tour, mais bref. Et puis ensuite, une dernière année aux Clippers, beaucoup plus anecdotique. Mais tu vois, entre 2011 et 2017, il est toujours à 30 minutes de jeu par match. 2018, il est encore à 25 minutes de jeu par match à Washington. Et puis après, on s'en fout, les Clippers, c'est vraiment anecdotique, encore une fois. En termes d'importance, on est entre 17 et 20% d'usage. Voilà, donc pas non plus énorme. Avec des très très bonnes efficacités pour le coup, à part une fois ou deux, mais on est toujours sur du plus 10%, plus 10%, plus 5, plus 10, plus 9, plus 7%. Il y a une fois ou deux, effectivement, où c'est un peu moins impressionnant, mais avec le déclin physique à la fin, notamment. Mais c'était quelqu'un qui pouvait un peu tout faire, j'ai l'impression, à la fois en attaque et en défense, quoi. Oui, c'est ça qui m'a le plus surpris et qui fait que j'aurais peut-être retenu
sa candidature, c'est de voir à quel point les chiffres d'impact défensif étaient très bons. Et tu vois, je l'aurais pas mesuré comme ça, mais il y a 2 saisons, donc 2013-2014, 2014-2015, où c'est un impact qui est digne des meilleurs pivots défenseurs de la ligue. Donc ça, j'avoue que je m'y serais pas attendu, je m'en souvenais pas. Bon, donc quand même toutes les années à Washington sont statistiquement très bonnes. Voilà, alors c'était pas effectivement, ce qui est peut-être ce qui fait qu'on peut pas le monter très haut, c'est que il a pas un rôle offensif énorme, mais Mais il peut tout faire, quoi. ouais, il peut tout faire. Il a fait ça pendant quand même pas mal de saisons. Je sais pas, tu vois, ça me semble presque un peu au-dessus en termes d'impact que Tadeusz Young, pour le coup. On en a parlé tout à l'heure. Oui, oui, assez clairement, je pense, pour moi. Non, mais c'est en plus, en attaque, c'était pas la folie, mais encore une fois, il pouvait un peu tout faire, un peu de post-up de création quand il fallait. Et en même temps, donc il y avait cette création, il y avait un peu un pick and pop qui était assez sympathique sur pick and roll. Et en plus, assez agile et en plus assez grand et assez mobile pour faire du catch and finish et pour être un partenaire du pick and roll de John Wall, notamment. Oui, et puis d'autant qu'un profil comme ça, qui peut être pas mal axé jeu au poste, souvent les chiffres pardon, d'efficacité sont pas très bons. C'est ça, Parce que ouais. le jeu au poste n'est pas rentable. Et lui, comme il faisait un peu plus, ouais, c'est vrai que quand même, t'as dit les chiffres, c'est de la bonne efficacité. Donc, ouais, c'est un cas qui se défend quand même, je trouve. Bah, surtout quand on rajoute, comme tu disais, le côté défense, qui est peut-être un peu sous-estimé. Mm, La raquette Néné Gortat, c'est peut-être secrètement la meilleure défense, enfin, la plus estimée en tout cas, secrètement une bonne défense, on va dire, pardon. Ouais. Mais ouais, il y a ce côté protection du panier, pas flashy, tout ça, mais on voit qu'il y a un bon impact d'efficacité, de faire tomber l'efficacité adverse, pardon, au panier, qui était bien. Le côté rebond aussi avec Néné, évidemment. Néné qui est un artiste du rebond et du box-out. Donc, tu vois, quand on pondère aussi à quel point est-ce que la défense intérieure est importante, et de l'autre côté son efficacité, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a de quoi Ouais. faire. Il y a une très belle longévité en plus. Je me demande s'il pourrait pas les titiller Al Jefferson, Roy Hibbert, ou est-ce que c'est trop? Ah oui, carrément. Je sais pas, je dis ça comme ça parce que c'est des pivots qui sont dans la liste là, mais là effectivement ils sont 60, autour de la 70e place, ça fait peut-être un peu haut, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être un chouïa haut, mais remarque, ouais. Quoique, après il y a quand même 2-3 saisons au début à Phoenix, c'est sympa, mais c'est pas un bon contexte. Ouais, je le mettrais peut-être un peu plus bas, mais On va dire, si on prend Washington, grosso modo, on a 5 bonnes saisons, quoi, en gros. ouais, c'est ça. Donc 5 bonnes saisons qui ne sont pas du niveau de Al Jefferson, qui était un go-to guy, ou pas du niveau de Hibbert, qui était un mur défensif de très très haut niveau. Après, tu vois, on a des Rudy Gay ou des PJ Tucker. Franchement, ça pourrait mal être de le mettre là. Ça fait un peu haut, non? Je sais pas. Ouais, c'est peut-être un tout petit peu haut, mais c'est peut-être parce que Rudiger est un peu haut aussi. Enfin, sans vouloir relancer un débat. Peut-être. On va continuer à descendre Rudy Gay. Est-ce qu'on Non, mettrait mais peut-être. pas Rudy Gay à côté de Marcin Gortat et les deux Oui, en dessous du groupe Tatum, Ben Simmons, d'accord. Siakam? Ouais. Ok, très bien. Donc devant Tony Allen et Ray Allen. Ouais. Alors Tony Allen, on l'avait descendu. Hein. On l'avait descendu. Ah oui. Tout à l'heure, on l'a descendu à côté de Patrick Beverley et Jake Ah Crowder. oui. On a Mais fait ça un y est, je groupe commence à de. être perdu sur le classement Non, mais c'est de la normal, c'est fin, là. normal. Ouais. Ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'en plus, Rudiger, à la base, on l'avait mis proche de Monta Ellis. Il y a 2 épisodes, on a descendu Monta Ellis. Et donc, maintenant, descendons Rudiger. Mais non, mais franchement, Marcin Gortat, assez bonne candidature, quoi, mine de rien. 5 saisons qui comptent, on va dire. Et si on rajoute celle dans des mauvaises équipes, ouais, ça me va. Ok, faisons comme ça. Et donc, lequel t'attire le moins parmi les candidatures de Whiteside et Lopez? Qui m'attire le moins, je sais pas. Whiteside, peut-être? Ouais, Whiteside, parce qu'en fait, bah voilà, on parlait d'impact défensif pour Gortat. Whiteside, il y a l'affichage, les contres et tout ça, mais ces équipes sont pas meilleures avec lui, et parfois même pires défensivement. Donc pour moi, si Drummond, par exemple, n'est pas dans le top 100, Whiteside, il y est encore moins. On retombe un peu presque dans la conversation qu'on a eu tout à l'heure avec Josh Smith, où Ouais. on peut pas s'empêcher de dire il y a tellement de saisons négatives que
est-ce que ça vient pas altérer le tout, quoi, finalement? Ouais, c'est ça. Et puis il y en a pas 10 au Ah total. non, non, il n'y a pas 10, non, non. Donc, ouais. Pour te dire, 6 saisons sur la décennie, 11 000 minutes, donc dans le top 200, à peine dans le top 200. Mais en même temps, surtout ce minutage, il fait 4 années et demie à Miami, et ensuite une à Portland à la fin. Moi, j'ai pas très bon souvenir de Portland, c'était pas très bon. Enfin, Ouais. voilà, c'était pas bon. Et même en fait, à Miami, j'ai envie de sauver 2 saisons, grosso modo. Il revient. Alors, au début, il fait Sacramento au tout début de la décennie, hein. Il est de la draft 2010, comme Cousins, c'est tout ça. Mais il part à l'étranger, il revient. Et en gros, il revient à mi-saison 2015 à Miami. Il fait quelques trucs, c'est intéressant. Et donc, il s'impose. Et en gros, on a 2016-2017 où il est titulaire de bon niveau, avec un vrai impact. Mais, bon, protection du panier d'élite. Mais est-ce que ça fait un bon défenseur? Pas un défenseur complet, mais quand même, je trouve un bon défenseur. Mais après, c'est vrai que très rapidement, on a vu que l'attaque était assez pénalisante finalement, parce que pas de passing et parce que scoring pas C'est ça. efficace. Pas de passing, c'était un trou noir. C'est Oui, sans doute en termes d'usage, si on compare avec des pivots avec un usage équivalent, c'est sans doute le pire de la décennie de ce point de vue-là. Il était pas foutu de faire une passe, quoi. oui, catégorie Shabazz Mohamed, clairement. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais clairement, c'est peut-être les deux pires de la décennie, hein, en termes Ouais, je pense, de ouais. trou noir. Ouais. Et puis pas de spacing, et puis pas non plus, tu vois, on parlait de Marcin Gortat qui faisait du catch and finish et du jeu sans ballon avec John Wall sur pick and roll. Bah, c'était pas tant que ça le cas pour Whiteside, hein. Il aimait bien avoir ses petits post-up et tout ça. Bon, voilà, donc il y a ce côté tellement, tellement pénalisant, enfin, pénalisant en attaque, même sur les bonnes années défensives, et en plus, il n'y a pas beaucoup d'années défensives. Bon, au final, on peut peut-être le passer, quoi, non? Oui, oui, moi je le passerai. Est-ce qu'on le met devant Alfaro Camino ou pas? Non, même pas, tu vois. Même pas? Non. Non. Parce qu'en fait, Enfin, si, me- peut-être, je sais pas, peut-être. Mais- le truc, c'est que je me dis, bon, ben, ça fait quand même 2 saisons de top niveau protection Oui, du oui, t'as panier, raison. mais est-ce que c'est un peu, toute proportion gardée, c'est un peu le Luka Doncic des protecteurs de panier, tu sais, il a que 2 saisons. Non, bon, clairement, il sera pas dans le top 100 final, mais on peut s'amuser à le mettre derrière Josh Smith si tu veux. Oui, d'accord. Ok. Ouais. Allez, mettons-le pour le fun. Whiteside avant-dernier pour l'instant. Non, mais je suis d'accord, la candidature est un peu trop compliquée. Et pour Robin Lopez, pour te dire, parce que c'est vrai que moi je l'aime beaucoup, donc je te présente le cas avant que tu me dises. 10 saisons sur la décennie, donc longévité, 17 000 minutes, top 75 dans la décennie. Même d'ailleurs, 721 matchs, c'est le 6e total de la décennie. Donc, donc plutôt pas Ah oui, mal. quand même, Alors. ouais. Ouais. Le parcours, il fait 2011 et 12 à Phoenix. Un Phoenix qui est pas bon, pas en playoff. 2013, il fait les Hornets de la Nouvelle-Orléans à l'époque. Pas bon non plus, l'équipe. Ensuite, ce qui le sauve un peu pour moi, c'est 2014-2015. Il arrive et il a un rôle de protecteur de panier, pivot classique, défensif, qui aide beaucoup Portland et qui les fait retourner en playoff, notamment la raquette avec Aldridge, mais c'était lui qui apportait un peu la défense. Donc 2014-2015. Ensuite, il va à New York, mais ça se passe pas bien en 2016, tu sais, la fameuse équipe avec Derrick Rose Mhm. et Joakim Noah et tout ça. Et puis, il y a une autre année à sauver pour moi, c'est 2017. Encore une fois, protecteur de panier important dans l'équipe, la fameuse équipe de Rajon Rondo, Wade et Butler. C'est un peu lui qui sauve les meubles en défense intérieure. Ensuite, 2 autres années à Chicago, un Chicago un peu osef, et puis un rôle de backup assez mineur à Milwaukee, même s'il était bon sur ses minutes, mais très mineur. Donc au final, j'ai envie de dire 3 saisons de titulaires, de bons titulaires défensifs. Est-ce que c'est assez ou pas? Bah pour moi, non, c'était pas assez parce que voilà, il a plus souvent été backup presque que titulaire et c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, hein. Euh, qui défensivement est effectivement un très bon défenseur, sans doute sous-estimé, notamment qui, comme son frère, est un artiste du box-out. Ouais. Vraiment, de ce point, il a jamais des grosses stats de rebond, mais l'impact qu'il a sur ses équipes au rebond est remarquable. Ensuite, pour moi, c'est un peu trop faible aussi offensivement. C'est pas un bon passeur. Donc, il y avait pas assez pour le monter dans le top 100, même si c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Lui aussi, le côté offensif le pénalise malheureusement, quoi. Si on avait que la défense et un attaquant moyen plus, ça serait cool. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de spacing, il n'y a pas trop de verticalité ou d'agilité sur du jeu sans ballon de finition. Il y a des post-up de temps en temps, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est pas forcément le cas. Donc, non, malheureusement, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez. Ouais. Il y a peut-être pas assez.
Surtout que de vraies saisons, comme je te dis, il y a 3 vraies saisons pour moi qui sont bonnes dans des bons contextes et tout, mais c'est peut-être pas assez. Allez, pour le fun, on le met avec Tristan Thompson. Voilà. De toute façon, ils vont virer. Hein. C'est clairement pas dans le top 100. Mettons-le là, Robin Lopez, juste pour le fun. Voilà, Robin Lopez devant Darren Collison et devant Josh Smith. Ça se tient de le mettre devant les 3 saisons défensives de Josh Smith. Oui. Mais ouais. Ok pour Robin Lopez. Je crois que j'avais déjà essayé avec Antoine. Il m'avait déjà dit non. Là, tu me dis non. Je dis bon, je crois que je vais lâcher l'affaire. Mais non, mais en plus, tu vois, je suis encore allé regarder les chiffres d'efficacité de protection du panier, justement. Et c'est bon, mais c'est pas non plus fantastique, quoi. Oui. C'est pas, je sais pas moi, je sais pas qui c'est qui a un pic très haut. Bah, tu vois, par exemple, ce que pouvait faire Andrew Bogut, notamment. Bogut a pas des gros minutages et tout ça, mais Bogut avait un vrai impact d'élite beaucoup plus grand que Lopez. Oui. Donc ça me va, éliminons-le. Est-ce qu'on a oublié du monde sur ma liste? Non, c'est bon, on a tout fait. Dans les pivots, il y avait pas Turner dont tu voulais parler? Si, justement, on y arrive. Ouais, j'avais 2 derniers cas. 2-3 d'ailleurs. Donc Miles Turner, ouais, tant qu'on est dans les pivots. Enfin, j'avais un groupe Turner-Brogdon, mais on peut aller sur Miles Turner. C'est très, très Pacers. Exactement. Ben, cet épisode. Tu sais, les Best of the Rest, la dernière fois, c'était un truc où on avait 3 joueurs du Jazz. et là, on a que les Pacers. Donc, c'était les 2 franchises compétentes, mais un peu osef. Pas sexy. Donc, on les rattrape au Best of the Rest. Mais, donc, ouais, Turner, on en avait discuté un peu sur Twitter ensemble en message. Et tu m'avais dit que tu n'étais pas hyper chaud. 5 saisons sur la décennie, quasiment 10 000 minutes sur la décennie, c'est pas mal, c'est au niveau de Sean Marion notamment. Enfin, c'est quand même 220e, hein, donc c'est plutôt bas. 5 années à Indiana, une première année un peu timide en termes de minutage, 20 minutes, et ensuite c'est 4 fois 30 minutes. 5 années de playoff, d'ailleurs, pour Miles Turner, en tant que pivot titulaire d'équipe de playoff, donc c'est quand même pas mal, hein, en jouant 30 minutes de jeu en playoff. En termes d'attaque, c'était sympathique, mais rien de... Un usage tout autour de 20%, donc 3e option, on va dire. Avec cela dit, des bonnes efficacités. À part la première année, on est sur du plus 6%, ensuite plus 2, plus 1, et ensuite au niveau moyen. 35% à 3 points pour un pivot shooter, il y avait cette valeur de spacing. Et puis de la protection du panier. Mais pour te lancer comme ça d'instinct, est-ce que la candidature te plaît ou pas tant que ça? Pour moi, c'était un peu juste parce que je trouve que Turner, en fait, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a 5 saisons, c'est bien, mais c'est pas non plus la longévité de fou. Offensivement, il n'est pas très efficace. Il y a une saison, sa saison sophomore, où il l'est, mais sinon, c'est plutôt en dessous de la moyenne. Ouais. Au tir, je veux dire. C'est pas un très bon passeur non plus. Non. Et défensivement, certes, c'est un bon protecteur de cercle, mais son impact défensif, statistiquement, est jamais vraiment élite. C'est par ailleurs un rebondeur très médiocre pour son poste. Oui. Donc, tout ça fait que pour moi, c'était pas... Tu vois, le Turner de cette année, voire de l'an dernier, est vraiment très bon. Et donc, s'il avait fait des saisons comme ça, oui. Là, moi, je suis un peu... ouais. T'es pas convaincu, je sens. Non, je suis pas convaincu. Non pas que je trouve que ça soit un mauvais joueur, hein, ni rien, mais il y a vraiment rien d'élite, je trouve, dans ces 5 années. Bah, disons que pour moi, il y avait son attrait, c'est la valeur structurelle d'un pivot qui protège le panier plutôt pas mal et qui, de l'autre côté, apporte le spacing. Bien sûr, mais est-ce que... Enfin, est-ce qu'il l'apporte théoriquement, ce spacing, mais... un peu plus que théoriquement, quand même, non? Ou alors peut-être j'exagère, mais... Non, il fait une très bonne saison, à 3 points, mais sinon, c'est 23%, 34%, 34%, 33%. Donc, enfin, il apporte quand même parce que il faut un tout petit peu défendre sur lui, mais comme jusqu'à cette année, il attaquait pas du tout le cercle, c'était un peu plus facile aussi de le défendre de ce point de vue-là, parce que les close-out pouvaient être plus proches, vu que on savait qu'il allait pas faire des drives de dingue. Donc, enfin, l'apport structurel m'a toujours paru un peu plus théorique, ce qui est intéressant quand même, parce que les défenses s'adaptent aussi au théorique plus qu'au réel, mais
presque plus théorique que complètement concret, quoi. Oui, non, mais je te rejoins, c'est pour ça que j'ai dit valeur structurelle plutôt que vrai spacer, quoi. C'est pas Karl Anthony Towns, quoi. Tu vois, Karl Anthony Towns, d'ailleurs, même draft, je crois, Karl Anthony Towns, draft Oui, 2015. Towns est dans notre classement parce qu'il apporte un spacing d'élite sur un poste 5 et ça a une vraie valeur parce que c'est un vrai shoot. C'est un vrai shoot de très haut niveau et malgré la défense. et il a beaucoup plus de qualité au poste, en drive, voilà. Oui, en plus. Mais bon, c'est vrai que moi j'avais souvenir qu'il était un peu défendu, mais comme tu dis, on était sur un shoot qui n'était pas non plus ultra élite. Et comme tu dis aussi, l'autre aspect, c'est que protection du panier, je trouve qu'elle était bonne, quand même assez bonne, sur vraiment Oui. la protection du panier en elle-même. Mais comme tu dis, la petite nuance, et d'ailleurs j'ai oublié de le citer pour Whiteside, mais c'est un peu la même chose avec Whiteside, c'est que, en fait, oui, protection du panier, mais pas le rebond, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que en général, quand t'as c'est un peu ces gros pivots protecteurs de panier un peu en mode drop, t'aimes bien avoir le combo des deux, quoi. Les Brook Lopez, les Rudy Gobert et tout ça, ça te permet de. Même Yusuf Nurkic, hein, son année à Portland, c'est en gros le mec qui fait du drop et donc il protège le panier, et en plus, t'as une assise de rebond défensif qui est très bonne. Et avec Whiteside, on l'avait pas, et donc avec Turner, on l'avait pas non plus, et pas seulement sur les chiffres de rebonds individuels, qui sont largement imparfaits, mais tu regardes même les on-off de comment est-ce que son équipe se comporte lorsqu'il est sur le terrain en termes de rebond défensif, ben en fait, c'était toujours mauvais. Ouais, c'est très mauvais, ouais. Tu vois, même c'est l'inverse de Robin Lopez, hein, dont on parlait, quoi, qui lui avait ça, quoi. Lui, il prenait pas les rebonds, mais il posait les box-out, comme tu disais, un maître du box-out. Et Turner, il avait pas ça, quoi. Donc, au final, bon protecteur de panier, mais pas non plus Rudy Gobert. Un petit manque au rebond et un petit manque offensif. Bon, il y a de quoi faire, mais c'est pas la folie, quoi. Je sais pas si. Où est-ce que toi tu l'imaginerais dans le classement, ou alors pas du tout? Tu vois, par rapport à Tristan Thompson, je me demande si je préfère pas la décennie de Tristan Thompson, finalement. Ah ouais, carrément. Vu l'impact en playoff de Thompson, Alors c'est vrai que je dis ah ouais carrément, mais j'ai quand même mis Thompson dans ma playlist et pas Turner, donc donc c'est oui. quand même je suis un peu d'accord à la base. Attends, je vais quand même aller regarder. Mais il me semble que Thompson n'a pas une très bonne longévité, il n'y a pas une grosse présence. Au début, il est présent sur le terrain beaucoup quand Cleveland n'est pas top. Ensuite, il fait 2 années complètes, mais en sortie de banc. Il y a ça aussi, quand LeBron arrive, il sort du banc en fait. Il y a une année titulaire 2017, ok, et ensuite il ressort du banc, il est blessé, et puis LeBron est parti. Donc il n'y a pas grand-chose pour Thompson. Il y a la flexibilité en playoff, effectivement, mais saison régulière, je serais presque tenté de mettre Miles Turner devant Tristan Thompson. Ok. Mais tu vois, on avait parlé de Bogut. Est-ce que pour toi, il y a match avec les 3 saisons à 20 minutes par match de Bogut et les 5 de Turner? Tu préfères celles de Bogut? Oui, oui, oui. Parce que il me semble que du point de vue de la valeur structurelle, justement, le passing de Bogut en attaque est beaucoup plus intéressant et que sa défense est meilleure. Donc ouais, je mettrais Bogut devant. Ok. Tu m'étonnes un peu parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu le reclasser plus haut, tu me semblais plus. Oui, mais plus... je montrerai pas Bogut pour autant, mais pour moi Turner est plus bas. Mais bon, peut-être que je suis un peu sévère avec Turner, mais Je sais pas, je sais pas. Après, tu vois, il y a des trucs comme est-ce que au final, Patrick Beverley, il a 6 saisons. Patrick Beverley, 6 saisons en tant que meneur au point d'attaque, défenseur du point d'attaque. Est-ce que c'est vraiment mieux 6 saisons défenseur du point d'attaque que 5 saisons de protecteur de panier? Quand on pondère l'importance de la protection du panier, j'ai presque envie de dire ça compte, quoi. Je ne sais pas. ouais, c'est vrai. Je ne sais Ouais, pas. C'est pour ça que moi je voulais mettre Bogut au-dessus de Beverley, notamment ouais, d'accord. Ouais. au niveau de Jack Crowder. Ouais. Sinon, Victor Oladipo, il a qu'une seule saison, on en a déjà parlé dans cette zone-là. Bon, déjà, je pense que on met Turner au-dessus de Sean Marion, Tadeusz Young, Amar'e Stoudemire, Tobias Harris. Ok. Est-ce que ça te va ou Oui, ça me choque pas. Tobias Harris, je suis désolé, mais enfin, c'est un peu le Draymond des extérieurs, quoi. Enfin, et puis au-dessus de Tadeusz Young, ça me paraît logique. Au-dessus de Sean Marion, pourquoi pas? Sean Marion, ça te choque ou pas? Non. Sean Marion, il y a de tête, là, tu te rappelles combien 4 il y a de saisons, ouais. saisons 4 4 saisons. saisons. 4 saisons en n'étant pas bon en attaque. Ouais, les 4 saisons sont pas élites défensivement. Ça. Non, c'est pas Vivaldi, quoi. Ouais, donc non. Ça me choque pas qu'il soit derrière. Et à quel point est-ce qu'on peut le monter devant Joe Ingles? Tu vois, Joe Ingles, 4 saisons de créateur secondaire,
Est-ce que 4 saisons de créateur secondaire, c'est mieux que 5 saisons de protecteur de panier? Tu vois, je serais presque tenté de le monter encore, hein, Miles Turner. Pour toi, Joe Ingles, c'était un peu il y a débat, quoi. Pour moi, Joe Ingles, je le mettrais devant quand même. Ouais, ok. Mais Non, mais ok. Parce que pour moi, c'est pas comme si c'était 5 saisons d'élite pour Turner. Donc, Oui. Oui, mais c'est 5 saisons, on va dire, dans des équipes de playoffs, hein, mine de rien. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais, bah là, tu vois, je sais pas trop. Je vais faire appel à un ami, comme. Joker. Non, mais je pense qu'on est plutôt dans la bonne zone après. Hein, ça, on va pas pinailler pour une place ou deux. Ouais, bon, faisons comme ça, laissons-le comme ça. Ok. Est-ce qu'on ferait pas passer Victor Oladipo sous Joe Ingles et Miles Turner? Ouais, ok. Au final, j'en sais rien. Non, Ah, mais remarque, oui, il y a quand même une saison à l'NBA. Ouais, non. Bon, ouais. Et attends, je reformule. Est-ce qu'une saison à l'NBA de Oladipo, ça vaut 5 saisons de Miles Turner? Ça se discute aussi, hein, ça. Ouais, ça se discute aussi, ouais. Parce qu'il n'y en a qu'une de Oladipo, enfin une et demie avec si on prend OKC. Oui, mais tu vois les saisons de Oladipo à Orlando au début, est-ce qu'elles sont si mauvaises que, je sais pas, la première saison de Turner, rookie à Indiana? C'est un peu plus Osef quand même. C'est de la création dans une équipe nulle. Turner, c'est déjà dans une équipe qui est bonne. Ouais. Allez, soyons fous. On va mettre Bogut, Ingles, Turner dans cet ordre-là. Et Oladipo en dessous. Allez, pauvre Victor Oladipo. Bon, là, ça y est, je suis définitivement complètement perdu sur le classement de la fin. Je te fais confiance. Je comprends et je m'attendais même pas à ce que tu suives avec tous les changements qu'on a fait. Et donc Malcolm Brogdon aussi, peut-être rapidement, un des derniers cas, voire même le dernier. Brogdon, 4 saisons, 7000 minutes, 316e, pardon, pas loin de Siakam ou Embiid. Donc 3 saisons de role player à Milwaukee, plus une saison de porteur de balle moyen, initiateur principal moyen à Indiana. Peut-être on peut le formuler comme ça. Pareil, niveau usage, 20% à Milwaukee, 20%, et puis 30% du côté des Pacers, mais avec une chute d'efficacité, alors qu'il était devenu efficace en tant que role-player à Milwaukee. Est-ce qu'il y a assez ou pas? Ça fait pas top. Hein. Ouais, c'est un peu juste, je trouve. Pour moi, c'était un peu comparable à Ingles, en un peu moins bien. Ouais. Ensuite, il est très efficace dans les 3 premières saisons. Je le trouve peut-être un tout petit peu surévalué défensivement dans la réputation qu'il a. Pour moi, c'était un tout petit peu juste, mais bon. Ouais. On peut le mettre sous Joe Ingles et Miles Turner, d'ailleurs. On peut faire comme ça. Mettons-le là. Donc, ce qui ferait qu'il serait devant qui? Devant Oladipo, du coup, ou alors on le met en dessous? Ah non, je le mettrais en dessous d'Oladipo, quand même. Tu le mets en dessous d'Oladipo? Ouais, je crois. Je réfléchis, une saison en NBA de top niveau. Mais c'est vraiment un cas spécial, hein, Oladipo. Ouais, c'est dur. Je ne sais pas comment juger une saison. Ouais. Allez, faisons ça. Quoique après, il a aussi une saison à 30% d'usage, Brogdon, même s'il n'est pas du tout efficace. Mais ensuite, il a 2-3 très bonnes années dans un Milwaukee. C'est vrai. En tant que role-player, non, ça me va si on le met là. Je vais pas me battre beaucoup pour Malcolm Brogdon. Ouais, ok, je vais te résumer à la fin du classement parce qu'on a touché à tout. Hein. Je vais te faire un petit résumé à la fin. Ouais. Alors, je l'avais pas noté, j'ai oublié de le noter, mais vraiment juste pour finir là. Robert Covington, que je te présente son cas. Hop, je vais sur sa page Basketball Référence. Pour moi, Covington il a atteint un niveau défensif, notamment qui a été supérieur à pas mal de monde dans cette liste, parce que c'était plus que seulement le wing stopper. Il y avait la défense collective qui était très bonne, notamment donc il y a la fameuse année à Philadelphie 2018 où il est primordial, hein, plus de 30 minutes de jeu par match dans cette équipe. C'est clairement un des meilleurs défenseurs ou le meilleur défenseur. Enfin, quoique non. Il y avait quand même Joel Embiid et Ben Simmons. Mais en tout cas, c'est un défenseur très important. Il y a la fin de saison 2020 à Houston où il est pivot du micro-ball, ce fameux passage. Donc il y a un niveau intrinsèquement très fort, mais en même temps, du reste, c'est des Philadelphie qui tankent, ou alors c'est des Minnesota Timberwolves qui sont pas bons, quoi. Oui, c'est vrai, mais où il avait un impact quand même qui était, enfin à Minnesota en tout cas, qui était énorme. Vraiment. Ouais. Défensivement, moi c'est le meilleur défenseur que j'ai vu depuis Garnett à Minnesota. Devant Butler même carrément. Ouais. En termes d'impact collectif carrément. Est-ce que t'es pas un peu, est-ce que t'en veux pas encore à Butler?
Moi, pour vouloir abattre là. Jamais. Non, mais vraiment, je trouve. Pas sur l'homme, hein, mais en termes d'impact collectif. Alors après, Parce que tu vois, par exemple, si je te dis PJ Tucker ou Trevor Ariza contre Covington, intrinsèquement, je préfère largement Covington. Je ne sais pas toi par rapport à Ariza ou ce genre c'est vrai, de 3&D. Mais en même temps, le problème, c'est que je te dis, les années où il est dans des équipes compétitives et donc il apporte vraiment de la valeur à des bonnes équipes, il y a la saison Philadelphie, 18, ensuite Minnesota, 19, non, et 2020, il fait une trentaine de matchs à Houston, quoi. Donc c'est pas beaucoup. Et avant ça, parce qu'au global, il arrive en NBA en 2013, draft 2013, il n'est pas drafté. Il commence à jouer vraiment en 2015 et il fait 6 saisons à plus de 25 minutes de jeu par match, voire même plutôt parfois proche des 30. Donc 6 fois 30 minutes de jeu par match, c'est pas mal. Mais en même temps, il y a pas mal d'années au début où c'est les Sixers du process, quoi. il doit pas avoir beaucoup de matchs de playoff d'ailleurs. Ça doit être une vingtaine, non? Ou peut-être même pas. Je vais aller regarder parce que du coup, j'avais pas noté, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et tu vois, il fait 3 saisons, 15, 16, 17 dans les Sixers process. Il fait 30 minutes de jeu par match. C'est le Covington qui, intrinsèquement, est aussi intéressant que nous, on le pense. Mais bon, à quel point, en tant que role-player défensif, tu apportes de la valeur dans une équipe qui, de toute façon, est nulle, le surplus de valeur, il est pas énorme, quoi. Enfin, tu fais passer les Sixers du process de 15 victoires à 17, quoi. En gros, j'exagère, mais c'est malheureux le même Covington, les 6 saisons, tu les fais dans un Milwaukee compétent, ça aurait été génial. Là, le fait est que, de facto, il a pas eu tant de valeur que ça parce que les contextes étaient un peu limites, quoi. Malheureusement, je ne sais pas. 22 matchs de playoff. Ouais. Dont, et c'est vrai que je me rappelle de ces séries de 2018 avec les Sixers où il est pas bon. Enfin, offensivement notamment, et son shoot part en cacahuète complètement. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. L'autre nuance, c'est défenseur génial, mais finalement, l'attaque pénalisait un peu, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas la folie non plus en attaque, quoi. Oui, et puis défenseur génial, mais sur l'homme pas si bon. Et oui, pas élite sur l'homme, ouais. On peut juste le mettre à la fin pour une mention. Hein, oui, voilà, c'est ça. Ça vaut sans doute une mention. Tu vois, par rapport à un Aminou même, c'est évidemment un bien meilleur défenseur. Mais... J'étais plus haut, moi. J'étais plus haut. Si, non, mais il est sans doute plus haut, mais... Moi, je voulais mettre devant Tobias Harris. Ça se fait ou pas? Tu veux mettre tout le monde devant Tobias Harris? Oui, ça se fait. Non, mais ça se fait sans doute. Oui. Après, enfin, je veux dire, si on a Tobias Harris, on peut faire entrer André Drummond là au buzzer. En plus, ça fera plaisir à Winston de Chronique de Motor City. On peut rentrer Drummond là au niveau de Thompson, Tristan Thompson aussi, hein, par exemple. Hein, c'est faisable. Hein. Ah non, mais moi, je tiens pas à faire rentrer Drummond. Hein, mais oui, non, mais tu peux mettre Covington là, c'est vrai. Je sais pas. Des vraies bonnes saisons, il y en a 2, on va dire. Thaddeus Young, il en a 3. Non, on avait dit qu'il en a 5e. Non, ouais, je sais pas. Ouais, Bon, ensuite, c'est le problème de comment tu sanctionnes le fait que... Enfin, c'est pas de sa faute que ce soit les Sixers du process, quoi. Donc, Non, j'étais un peu haut quand même. J'étais un peu haut. Enfin, de toute façon, on s'en fout hein, dans cette zone-là, mais comme je suis un peu cartésien, je vais le mettre juste au-dessus de Josh Smith et en dessous de Robin Lopez, Tristan Thompson, Collison. Oui, remarque, ça me paraît. C'est très bien de le mettre au-dessus de Josh Smith, t'as raison. Il faut le mettre au-dessus de Josh Smith. Parce qu'au final, il a que 2 saisons quand même, hein, Robert Covington. Oui, mais c'est vrai que j'y avais pas réfléchi, mais il faut le mettre au-dessus de Josh Smith. Voilà, 2-3 on va dire si on compte Minnesota, mais qui est encore une fois un effectif qui est pas, enfin une saison pas top. Ok, je crois qu'on a abordé tout le monde. Est-ce que tu avais d'autres noms comme ça qui te... Non, là comme ça, non. Non. Est-ce que Mario Chalmers, tu veux en parler ou non, toujours pas? Non, toujours pas. Attends, je vais regarder mon tableur Excel de minutage dans la décennie. Alors, qui est-ce que pour l'instant on n'a pas surligné parce qu'on n'a pas dans la liste? Evan Turner, 39e, meilleur minutage, on ne l'a pas, on n'en a pas parlé. 39e dans la décennie? Ouais. Alors là, j'aurais jamais parié là-dessus. 19 000 minutes quasiment, Evan Turner. Ah ouais? Ouais, mais non. Enfin... Bon, non, on est d'accord, non. Ouais, non. Jamais vraiment titulaire. Non, jamais titulaire d'ailleurs. Je reviens pas qu'il soit si haut. Ah ben en fait, il a joué tout le temps, mais c'est juste que... Voilà, il mais comme... Ouais. Martin Gortat, c'est bon, on l'a traité, 18 000. Marvin Williams, tiens. Marvin Williams, c'est 44e. On n'en parle pas. Non, bah...
Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Non. Jeff Green et Drummond sont 46 et 47. Ouais, non, Oui, on va les garder pour on va les garder pour l'épisode bonus des pires joueurs de la décennie. Vucevic 54, on en a parlé. Taj Gibson, on en a parlé. Courtney, tiens, 61e, Courtney. Bon, tu m'arrêtes pas, je continue. Derek Favors, 63e avec 17 000 minutes. Greg Monroe, DJ Augustine. Marco Bellinelli, tiens, pas mal de saisons de joker offensif, mais pas plus. Jamal Crawford, Robin Lopez, on l'a fait. Aaron Afflalo, non. Marcus Morris, non. Je l'ai dit, Aaron Afflalo, il y a une très bonne saison à Orlando, où il était quasi All-Star. Ouais. Tu vois, dans les noms que tu cites, c'est peut-être celui que... Bon, mais il doit s'arrêter assez tôt, remarque. Mais bon, il est haut dans les minutes. Il s'arrête, ouais. 2018, c'est fini. Face à Denver, il est assez précieux quand même. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme décennie ? Il fait du Orlando, je crois qu'il fait du Portland quand Wesley Matthews est blessé. Ouais, Denver, Orlando, Portland, et puis il doit finir à des endroits où on a oublié, sans doute. Je crois il commence à Denver 2011, qui fait les playoffs, non ? Un truc comme ça ? Ouais. Ouais. C'est l'équipe avec Chandler, Gallinari et tout ça. Et Ty Lawson. Bon, j'arrive pas à trouver sa page Basketball Référence, mais je pense que les efficacités étaient pas top, non ? Je suis pas sûr que... Non, mais sûrement pas. J'en ai un bon souvenir. Ah, quoique. Première année, plus 15% par rapport à la moyenne, plus 11%. Ben voilà, c'est top 20. Ouais. Bon, on va le mettre entre... on va le mettre à côté de Derrick Rose, du coup. Non, je crois qu'on arrive à... Andrew Wiggins, Markieff Morris, Ilyasova, Kentavious Caldwell-Pope, Tyreke Evans, Jared Dudley, Amir Johnson, non, on va s'arrêter là. Non, là ça devient un peu trop dark. Raymond Felton, Evan Fournier 100e en termes de minutage. Wilson Chandler, Ryan Anderson, non. Non, MIP, la valeur du shoot à une époque où personne shootait. Ouais. Oui, philosophiquement, je vois l'idée, mais... Est-ce qu'on mettrait pas Ryan Anderson devant Alfaro Camino ou franchement, devant Bradley, pourquoi pas. Patrick Patterson, Corey Brewer, Brandon Jennings, on s'arrête là. Corey Brewer, Brandon Jennings, allez, c'est fini. Bon, je crois qu'on a oublié personne. Non, quand Corey Brewer apparaît, c'est qu'il est temps de s'arrêter. Ouais. Je crois qu'on a oublié personne. Et donc, je vais te rappeler la fin du classement. On a Luka Doncic, 75e. Ensuite, on a Donovan Mitchell, on connaît. On a inséré Tatum et Ben Simmons, juste en dessous. Real n'est par là. Pascal Siakam ensuite. Rudy Gay ensuite, qu'on a descendu. Marcin Gortat, qu'on a inséré là. Devant Monta Ellis, J.R. Smith, Lou Williams. Ensuite, on a Chandler Parsons, qui était déjà là, mais qui est 86e du coup. Jay Crowder, 87e. Patrick Beverley, Tony Allen, un tir groupé, 88-89. Et puis ensuite, Harrison Barnes, Andrew Bogut, Joe Ingles. On descend sur Miles Turner, Oladipo et Brogdon dans cet ordre-là. En 93, 14 et 15. Sean Marion, Thaddeus Young, 97e. 98e, Tobias Harris. Amari Stoudemire, 99e. 100e, Tristan Thompson. Pour l'instant, il fait partie du cut, Tristan Thompson. Et donc, en bonus, on a Robin Lopez, Darren Collison, Robert Covington, Josh Smith, on descend, et Whiteside, Alfaro Camino et Avery Bradley, qui est donc notre nouvelle coqueluche, Avery Bradley. Mais effectivement, j'aurais peut-être pas dû le mettre dans la liste du tout, Avery Bradley. Mais bref, donc ça fait une belle fin de classement. En tout cas, ça fait une fin de classement. Je sais pas si elle est belle. On aura beaucoup galéré, mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Rafa, d'être venu faire ça. C'était un exercice assez casse-gueule, mais je trouve qu'on s'est plutôt pas mal tiré. Bah écoute, faut croire, faudra voir les réactions. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation et puis de tous ces débats pendant tout ce top 100, c'était très cool. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère qu'on ne s'est pas trop perdu dans ces fins de classement à évoquer tous ces noms. Évidemment, on se donne rendez-vous sur le Discord, je posterai les noms et le classement un peu précis si vous avez envie d'avoir ce support visuel pour un peu mieux situer. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on a bien fait de faire ça, parce que je pense que des Marcin Gortat ou des Marcus Smart, c'est des noms que j'avais un peu sous-estimés, du coup, que je n'avais pas dans ma playlist, mais qui vont faire partie du top 100 final, a priori. Et donc, nous, pour la prochaine fois, on devrait se retrouver pour un épisode de duel de joueurs mystères un peu particulier. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un immense merci, évidemment, à Rafa d'être revenu sur le podcast pour ce Best of the Rest et pour l'entièreté de la saga. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.